Bienvenue sur GoWDW, le podcast qui vous fait vivre la magie de Walt Disney World. On va continuer aujourd'hui notre petit tour des parcs, ou plutôt grand tour des parcs, puisque Walt Disney World c'est vraiment immense. On l'a constaté déjà sur le premier épisode avec Magic Kingdom. Aujourd'hui, on va du côté d'Epcot, le second parc à avoir vu le jour à Walt Disney World. Un parc vraiment pas comme les autres. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver pour parler de Walt Disney World et en particulier d'Epcot, le second parc donc à avoir vu le jour du côté des parcs Disney en Floride. Avec moi ce soir Fanny. Salut Fanny. Salut, en direct de Floride d'ailleurs. En direct de Floride, bah oui t'as des couleurs, on voit que t'habites là-bas toi. Écoute, il faut bien, hein, on prend un peu le soleil quand même. Tu as bien raison d'en profiter. On va voir si en Belgique il fait aussi beau. Salut Mima. Salut. Non, moi j'ai le teint d'Andy Ifquit du coup. De Chicon même. Voilà, exactement. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, impeccable. On va parler d'Epcot aujourd'hui également avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Jérôme, salut tout le monde. Tu vas bien? Bah, ça va super. Effectivement, en Belgique, c'est pas le même temps qu'en Floride, je pense. Hein. Et pourtant, on enregistre en été. Hein, vous qui écoutez cet épisode, on est sûrement déjà en automne, mais on est en été au moment où on enregistre. C'est vrai que la météo est pas terrible. Allons faire un tour du côté de la Corse pour voir si ça va mieux. Salut Alain. Salut, bah nous c'est beau. Il fait chaud. Et t'as sorti la casquette du coup? Ah bah j'ai sorti la casquette et le t-shirt Epcot. Disneybound. Maintenant, je suis les conseils d'Amandine. Bon, modestement, hein. Mais voilà, petite casquette du Food and Wine Festival. Petit t-shirt du Food and Wine Festival aussi. Prêt pour manger, pour boire à Epcot. Il y a des attractions aussi. Il y a un petit peu, oui, c'est vrai c'est vrai que c'est un parc où on peut à la fois s'amuser, découvrir les cultures du monde entier, manger. Il y a tellement de choses à faire à Epcot, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, tous ensemble. Epcot, le tour complet, c'est dans cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre à la fois sur YouTube, puisqu'on aura plein d'images à vous montrer, et vous pouvez aussi nous suivre sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast ou bien encore Deezer pour ne citer qu'elle. On va démarrer ce tour d'Epcot. Alors Epcot, que vous prévoyez un premier voyage à Walt Disney World ou que vous soyez un habitué de la destination, vous en avez forcément entendu parler et vous avez au moins vu cette image de cette sphère géodésique, la fameuse boule d'Epcot qui abrite l'attraction Spaceship Earth. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, peut-être faire un petit historique. Epcot, à la base, Geoffrey, ça ne devait pas être un parc d'attractions. Alors non, effectivement, c'était en fait une ville imaginée par Walt Disney, donc qui était une ville qui était vraiment complètement un peu indépendante. Et voilà, ça ne verra malheureusement jamais le jour, vu que Walt Disney est décédé en 66. Et du coup, l'idée fut reprise un peu plus tard, mais adaptée plus pour ouvrir un second parc à Walt Disney World après Magic Kingdom, pour vraiment adapter plus à ce qui pouvait éventuellement coller à un parc, et donc plus, voilà, moins ville, mais plus parc à la portée des familles. Et donc c'est de ce parc d'attractions qu'on va faire le tour aujourd'hui. Et donc il a vu le jour le 1er octobre 1982, le parc Epcot inauguré ce jour-là, avec une particularité déjà, c'est que il y a une partie effectivement parc à thème avec les attractions comme on peut les retrouver dans d'autres parcs, mais il y a aussi une partie exposition type exposition universelle, le fameux World Showcase. Voilà, ce parc-là, il est divisé en deux parties. Alors un peu plus maintenant parce que c'est vrai qu'il y a une refonte, mais globalement, on peut dire qu'il y a deux parties dans ce parc, Alain. Tout à fait. Il y a Future World qui est le monde du futur comme on l'imaginait dans les années 60-70, et de l'autre côté le lac avec 11 pavillons
de 11 pays qui sont gérés par les 11 pays en question. Le pavillon français est géré par des Français, parce que c'est Bocuse en l'occurrence. Et dans chaque pavillon, outre un effort architectural qui se veut hyper représentatif du lieu où on est. Alors ça peut faire un peu cliché, mais c'est chouette quand même. C'est vachement agréable de passer d'un univers à l'autre. Et des options de restauration qui correspondent à chaque pays. Donc les 11 pays, on va voir si je suis bon. La Norvège, le Japon, la Chine, les USA, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni. Dans mon cas. En plus, j'ai même pas fait attention aux pays que tu dis. J'ai dit Maroc, c'est possible. Et le Mexique. Ah oui, Maroc. Maroc et Mexique. Ah ouais. Maroc, 11. Maroc, Mexique. Exactement. Oui, parce que j'ai commencé par la Norvège, en fait. Donc, du coup, j'ai zappé le Mexique. Oui, voilà, oui. Alors, on va évidemment évoquer le World Showcase, mais avant, on va faire comme si on entrait dans le parc par l'entrée principale, parce que c'est aussi une des particularités d'Epcot, c'est qu'il y a 2 entrées à des distances bien opposées. Et on va donc prendre l'entrée principale d'Epcot. Et quand on arrive, la première chose qu'on voit, évidemment, c'est ce que vous voyez ici en illustration. C'est cette fameuse boule d'Epcot, cette géode Spaceship Earth. Ça va, je l'ai bien dit, Mima? Moi, je trouve ça va, mais... C'est super, ça. Moi aussi, j'aime bien. Alors, c'est pas seulement une icône, parce que c'est vrai que quand on n'est jamais à la Walt Disney World, on s'imagine que c'est l'emblème du parc, comme peut l'être le château. Mais dans le château, on n'a pas d'attraction à Magic Kingdom, alors que là, dans Spaceship Earth, c'est une attraction. Et en plus, il y a un truc quand même, c'est quand tu n'y es jamais allé, tu n'as aucune idée de la taille du truc. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est une balle de golf. Mais en fait, c'est immense. C'est super haut. C'est un truc incroyable. Et petite colle, vous savez combien il y a de panneaux sur la boule? Bah vas-y, dis-nous. Je vais te le dire. Mais tu devrais savoir parce que je crois que tu nous l'as posé au premier quiz. Elle était dans le quiz, ouais. 11 520. T'es sûr de ça? Je vais vérifier. 11 520. Écoute, j'ai Wikipédia sur ma gauche. Moi, les chiffres comptaient pas sur moi, je retiens jamais, donc. 11 520 panneaux. Et en plus, maintenant qu'ils arrivent à les illuminer, comme on peut le voir pour les gens qui ont YouTube, c'est un truc. Moi, rien que de la voir, je suis heureux. Plus que le château, je trouve que c'est vraiment Spaceship Earth, l'emblème de Walt Disney World, du resort en fait, parce que c'est vrai que elle est iconique cette sphère. On l'a tous vu quand on était petit, et quand on arrive à Walt Disney World, c'est vrai que c'est une grosse émotion de voir Spaceship Earth. Ouais, c'est pour ça que tu trouves que c'est l'emblème, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Donc c'est pour ça. Il y a le Water Park qui en a une. Le château, même s'il est différent, ça reste le château. Et les gens peuvent se tromper entre Walt Disney World, Disneyland, etc. Alors que Epcot, il y a que une boule d'Epcot. C'est vrai. Et celle d'Europa Park qui est un peu ridicule à côté. Ah oui, ça c'est clair. Bon, alors, on ne va pas que admirer Spaceship Earth de l'extérieur, on va y rentrer et parler un petit peu de cette attraction justement, Geoffrey. Moi, c'est une attraction que j'affectionne tout particulièrement. Je la trouve très chouette. Elle est à la fois reposante, mais à la fois très intéressante et instructive. Donc c'est en fait on pénètre dans un train, j'appelle ça un train infini, parce que c'est un train qui fait tout le parcours. En fait, c'est pas des wagons, c'est vraiment un train qui fait tout le parcours. Et on va en fait explorer l'histoire des principales innovations depuis l'âge de pierre, on va dire, jusqu'au numérique. Et oui, c'est un très chouette moment. C'est un peu instructif, forcément, mais c'est des beaux décors. Je trouve que ça a pris un petit coup de vieux, quand même, ces dernières années. Après, ils avaient parlé, il me semble, avant la pandémie, de la remettre un peu au goût du jour. Malheureusement, je pense que la pandémie est passée par là et que ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça lui ferait du bien. Et alors, il y a une deuxième partie aussi qui est plus interactive. Chacun a des écrans tactiles devant lui et peut répondre à quelques questions. Et après, il y a une petite animation qui vous montre un petit peu votre futur. Et l'avantage, c'est que ça peut être fait dans plusieurs langues, y compris le français. Donc ça, c'est un gros plus aussi.
Sur la Et il y a un truc rénovation, comme je le disais tout à l'heure, on enregistre en plein été là cet épisode et il n'est pas impossible qu'il y ait des annonces prochainement. J'ai vu sur les réseaux que Walt Disney World avait fait un peu de teasing sur Space Shippers récemment sur Instagram, donc à voir ce qu'on va peut-être nous annoncer. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle aurait besoin d'une petite mise à jour, Space Shippers. En tout cas, c'est toujours blindé de monde. Hein. Il y a toujours du monde à Space Shippers. C'est assez, Mais il y a un bon débit. impressionnant. Oui, c'est ça. Ah oui, en Il y a- plus. il y a pas beaucoup Non, mais c'est ça d'attente qui est- parce que ça débite beaucoup. C'est non-stop. Mais, ouais. Mais en fait, comme la queue à l'intérieur est relativement courte, tu vois que la queue à l'extérieur et ça te. Nous, je sais que de 2-3 fois, on est passé devant, on a vu tout son nom, on a dit bon. Ouais, non, c'est vrai. N'ayez Ça, pas ça désemplit jamais. Donc il N'ayez faut, pas il faut y peur, aller, faites, hein, il faut. Oui, Faites ça. avec des enfants, hein, c'est une attraction familiale. Faut pas hésiter. C'est vrai que on voit pas de l'extérieur le ride, donc c'est vrai que on peut parfois avoir des craintes. Mais non, allez-y, c'est une attraction familiale hyper sympa, Space Shippers, dont on vous rediffuse quelques Et images. instructive. Et instructive. Ouais, et instructif, tout à fait. Bon, j'ai un petit bug au niveau des images, mais c'est pas grave. On va passer à la seconde attraction. On va parler de Mission Space, Fanny. Oula, Ah non, celui que je ne fais plus. Quoi? Ah non, mais tu fais ça le matin, après t'es foutu pour la journée, moi ça. Oui, ça dépend quelle version tu fais, parce qu'il y a deux Oui, il y a versions. deux versions. Oui, mais bon. Après, on m'oblige toujours à faire l'autre version, donc je vais pas aller toute seule dans la version la plus cool. Mais non, alors ça a été un traumatisme quand je suis venue la toute première fois au parc. Parce que quand on arrive, en fait, justement, on nous montre que c'est une attraction par rapport à l'espace, qu'on va partir dans l'espace. On nous explique, voilà, la vitesse, la pression, le machin. Et ils nous font peur, en fait. Ils font exprès, un peu comme dans la Tour de la Terreur. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'ai le mal de mer, j'ai le mal des transports et tout ça. Donc, je dis, ouais, c'est pas pour moi. Mais bon, encore une fois, on se pousse un peu parce qu'à la première visite, on se dit toujours que c'est la seule fois dans sa vie qu'on viendra. Alors que c'est faux. Tout le monde le sait maintenant. On est obligé de revenir parce qu'on est piqué par le truc. Et en fait, moi, je suis arrivée jusque dans l'habitacle et là, j'ai vu le petit sac à vomi à disposition. Et là, j'ai dit, nope, je vais sortir. Et je suis sortie. Donc, la première fois, je l'ai pas fait. J'ai laissé mon mari tout seul. Et j'y suis quand même retournée parce que voilà, le fameux ouais, mais je le referai plus jamais, il faut que je me pousse un peu. Je l'ai fait, mais c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois après. Et après, moi personnellement, j'étais pas bien. Hein, donc je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas à cause de ça. Mais comme tu dis, il y a une deuxième version qui est qui est pas violente. Où tu peux la faire. Mais pour ceux qui font la vraie version, le truc c'est qu'il faut regarder tout devant. Il faut pas tourner les yeux. Si vous tournez les yeux, vous êtes tué. Non, ce qui est dommage justement, c'est par rapport aux deux versions, c'est qu'il y en a une où t'as aucune sensation quasiment, et où l'autre t'es malade en crevé. Il pourrait faire un juste milieu quand même entre les deux. Allez, faisons une troisième. Parce que là, si tu veux, tu fais la verte. À la limite, tu te fais chier quoi. Ah, c'est un film, voilà. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est un film avec un siège qui bouge quoi. Mais moi, quand j'étais petit, je mettais Lucas sur mon siège de bureau, et puis je faisais pareil quoi. Hein. Et si tu prends la orange, t'as l'impression que tu vas vomir, t'as l'impression, et d'ailleurs il y a des gens qui vomissent, et tu te dis, s'il y en a un dans le manège qui part, tout le monde part, hein. Là, Ah oui, ça c'est clair. Parce que l'espace est très contraint. Hein, j'allais dire même la verte, si t'es un peu claustro, faut éviter par contre. Ah oui, c'est vrai. Ou si c'est un peu costaud. Parce que c'est-à-dire que moi, quand je suis dans le truc. Ah ouais, ça je t'avoue que moi et mon mètre 60, on n'a pas d'avis, ça va. Mais c'est vrai qu'à Disney World, ça reste l'attraction pour moi la plus intense en termes de sensations. C'est tellement des sensations particulières. En tout cas, la version orange, parce que la version verte, comme tu disais, Alain, c'est très soft pour moi. Mais la version orange, c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de choses à ce niveau-là dans ma vie et à chaque fois que je la fais, je vais comme ça et je ressors comme ça. Donc, ça va, je suis pas la seule, tu me rassures. Moi j'étais le truc. Bon, moi j'évite en général de faire tous les manèges forains, Gerbotron, là, le truc qui montent et qui descendent dans tous les sens. Mais tu vois, même Manta, qui est d'une intensité incroyable à SeaWorld, j'ai pas eu la sensation de malaise comme j'ai eu là, hein, où je me suis dit, Mission Space t'a rendu plus malade. Ah ouais.
Ah Donc, ouais, ouais, tu vois. Dites-nous Ouais, dans les j'ai- commentaires, vous, si vous êtes malade, si vous êtes téméraire et que vous montez dans la version orange quand vous allez faire Mission Space. Si vous voulez un peu de sensation également, il y a une autre attraction qui vient d'être rénovée d'ailleurs, qui a rouvert il y a pas très très longtemps, qui a rouvert cet été, c'est Test Track. Bah, Fanny, je vais te donner la parole puisque tu as eu l'occasion du coup de faire la nouvelle version. Oui, plusieurs fois même, c'était cool. Donc, bah écoute, la nouvelle version, je veux pas spoiler non plus pour ceux qui l'ont jamais fait, mais c'est voilà, c'est rethématisé, mais c'est le même track, c'est la même attraction en elle-même. Le seul truc où on était déçus, c'est que, bah, en fait, sur les deux autres versions, pendant l'attente, on pouvait personnaliser notre véhicule pour après pouvoir le rouler entre guillemets. Et là, ça, bah, malheureusement, ça a disparu. Ah mince. Ouais, au grand malheur de mes enfants qui étaient dégoûtés Oh là là. au bout de leur En vie. plus, il t'envoyait le petit film et tout après par Mais mail. oui. Et tu avec ta carte, t'allais au moment où tu rentrais dans la voiture pour dire que c'était bien ton véhicule dans lequel tu rentrais, tout ça. C'était sympa, ça faisait une animation, mais tout ça, ben, il n'y a plus malheureusement. Parce qu'ils ont changé en fait dans la file d'attente, ils ont mis des maquettes de voitures, des choses comme ça. C'est voilà. Alors attends, Fanny, tu l'as faite en avant-première. Ouais, Est-ce que j'ai fait en avant-première. est-ce qu'on t'a pas skippé la salle où on fait les voitures du coup? Ah non, parce que quand tu fais en avant-première, tu as accès à tout. Il y a juste la boutique qui n'était pas encore ouverte et je l'ai refaite depuis, je l'ai même encore faite hier. Donc, d'accord. Donc ça a disparu. Bon. Ah, plus. Non, Dommage. L'attente n'est plus interactive en fait. Il y a plus, bon, il y a des maquettes Non, et tout ça, mais il n'y a plus d'interactivité dans la. non, tu n'as plus d'interaction, tu n'as plus de customisation, tu peux plus créer ton dommage. véhicule. Donc Et est-ce que tu peux toujours acheter une bagnole à la sortie? il y a toujours des voitures à la sortie. Ouais. Et il y en a même plus qu'avant. Il y a moins de décors, mais il y a plus de voitures. Mais Ouais, ça, avant, c'est plus les mêmes voitures en tout cas parce que auparavant c'était sponsorisé par Chevrolet, Sponsorisé, désormais ouais. c'est Sponsor General a Motors. changé, ouais, le sponsor a changé. Mais après, très sympa. Moi, je préférais la toute première version où c'était vraiment les tests avec les demises et tout ça que tu te crachais. C'était le crash test, tout orange, jaune et noir. C'était super sympa parce que c'était très marrant quoi. En fin de compte, j'étais pas très fan de la deuxième version, donc celle juste avant. Je trouvais qu'elle était un peu fade. Et du coup, je préfère la nouvelle parce qu'ils ont rajouté un peu plus de. En fait, encore une fois, je vais pas spoiler, mais je trouve que ça fait très Epcot. C'est vraiment dans l'esprit d'Epcot. C'est vraiment les nouveaux décors, le nouveau discours à l'intérieur. Juste, il y a un truc super juste avant qu'on parte à l'extérieur pour aller très très vite, où ça me fait vraiment penser au film. Attends, c'est Tomorrowland, comment c'est en français? À la recherche de. À la poursuite de demain. Donc là, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans le film. Donc franchement, ouais, j'aime beaucoup. À part, voilà, qu'on n'a plus la personnalisation, mais sinon, il est chouette. Et c'était déjà, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était déjà General Motors qui sponsorisait la première version. Ah ouais. Avant Chevrolet, du coup. C'est pas impossible, ouais. Il me semble. Mais moi, la question que je me pose, c'est qui va acheter une bagnole en sortant de Test Track? Je serais très curieux de Pour savoir. acheter, je pense que c'est de la pub, surtout. Les gens les regardent, ils peuvent toucher. Ah non, moi j'ai vu un type signer un contrat. Hein. Ouais, tu peux. Bon. Je dis comme les gens qui achètent une Rolex à l'aéroport. Hein. C'est tellement drôle. C'est tellement américain. Oui, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est pareil. C'est une attraction familiale. Ah, Jérôme, je vois les images. Mais oui, ça y est. Regarde pas, regarde pas. Je me disais aussi que. Je connais, c'est bon, ça va. Il y a un truc qui est terrible dans cette attraction. C'est au frais, tranquille. Et d'un coup, quand tu sors, tu prends la chaleur avec la vitesse. Tu as l'impression que tu as un type avec un sèche-cheveux géant qui te suit, qui te prend la chaleur, le machin, l'humidité. Ça t'es cuit, il est bien cuit. Ah ouais, franchement, c'est vraiment, tu sais ce ressent ton poulet quand tu le sors du frigo et que tu le mets dans le four, directement. Hein. Ah, c'est la vache. Allez, on va c'est l'effrayeur, hein. Se reposer un petit peu parce que on a eu des sensations dans Test Track, donc c'est une des attractions les plus rapides d'ailleurs de Walt Disney World. On va Je crois que c'est la plus rapide. Je crois que c'est la plus rapide. Je crois aussi, mais j'ai un petit doute avec Guardians of the Galaxy.
J'ai un tout petit doute, donc à vérifier. Ça a été longtemps la plus rapide. Ça a été longtemps la plus rapide, si ça ne l'est plus. Tron, peut-être, non? Parce que c'est rapide, Tron aussi. Non, Tron, c'est moins, je pense. Ouais, c'est moins. Je pense qu'on est aux alentours des 90 km/h. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on va quand même aller prendre un peu de bon temps, de se reposer. On va aller de l'autre côté du parc et on va aller dans le pavillon de Land. Mima, le pavillon de Land, c'est un pavillon à ne pas manquer. C'est vrai qu'il est un petit peu en retrait, il faut grimper pour rentrer dans ce bâtiment, mais il y a quand même de belles choses à y voir. Hein. Oui, tout à fait. Bon, si on va au niveau attraction, il y en a une qu'on va retrouver dans d'autres parcs et une exclue, par contre, et qui est en général très très aimée par les locaux qui la défendent bec et ongle. Donc, dans The Land, on a d'abord Soarin', qui est vraiment, je pense, l'attraction titre. Hein, c'est celle qu'il mentionne sur le signe à l'entrée. Donc, celle-là, le but, c'est un théâtre, du coup. Dans lequel on vole au-dessus de divers monuments du monde entier, et qui existe du coup aussi à Shanghai, Tokyo et en Californie. Ici, on a la version du coup Around the World, où on voit du coup différentes choses, notamment la Grande Muraille de Chine, aussi la Tour Eiffel, tout ça. Je ne sais pas trop quoi dire sur cette autre attraction. C'était un cadeau de Disney California Adventure. Elle avait ouvert d'abord là-bas. Et en fait, c'était du coup le parc de Californie qui l'avait offert à Disney World pour du coup rajouter l'attraction là-bas. Je trouve qu'au niveau de la file d'attente, c'est pas la plus belle. Mais bon, elle reste iconique. Ah non, c'est-à-dire qu'ils veulent représenter un aéroport, en fait, où ils t'embarquent sur un vol, mais c'est pas top. Mais moi, je sais que la première année où je suis allé, on avait commencé par Epcot. Si j'avais pris la boule dans la gueule, et puis Soarin', ça a été vraiment en termes d'attraction, j'en avais jamais fait, puisque j'avais pas fait Futuroscope ni Europa Park à ce moment-là. Et putain, j'avais dit, et encore 2 €. Et je m'étais dit, purée, waouh. Là, j'y suis, quoi. Je suis à Disney World, ça y est, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on a vraiment la sensation de voler, à l'exception. Alors, je sais pas, il a été refait le film ou pas récemment, parce que il y a quand même un running gag avec ce film, avec la Tour Eiffel tordue. Oui, il a été refait, oui. Mais c'est même triste parce que moi, j'aimais bien voir la Tour Eiffel comme ça, c'était alors après, ça dépend de la position où tu es dans le théâtre. Non, là, ça a sauté. Elle est droite. Ouais. Ah ouais, maintenant ça y est, c'est droit. Ils ont fait comme s'ils la filmaient beaucoup plus loin, en fait. Elle est comme ça. Hein. Mais du coup, elle est toute petite et tu vas pas jusqu'en haut et ça passe directement à Epcot. Après, ils en ont profité pour refaire le film parce que comme ils ont refait toute l'entrée d'Epcot avec le nouveau communicateur et tout ça, du coup, ils en ont profité pour remettre cette nouvelle entrée parce que pendant des mois, c'était encore l'ancien up qu'ils avaient fait. Et donc, tu n'avais pas toutes les nouveautés avec les nouveaux jardins, avec la statue de Walt, etc. Et je pense qu'ils s'en sont servis comme excuse pour refaire la Tour Eiffel, où tout le monde se moquait un peu de cette Tour Eiffel complètement courbée. Mais je trouve que ça avait un charme, en fait. J'aimais bien, c'était rigolo. Justement, comme tu disais, Alain, tout le monde rigolait à cause de ça. Et ça faisait partie de l'attraction. J'aimais bien. Non, c'est comme si elle était filmée de plus loin, en fait. Donc, elle est un peu au milieu. Ah oui, forcément, elle reste droite, quoi. Mais ils l'ont changé aussi en Californie, etc. Donc, mais quand j'étais bien au milieu, elle bougeait pas. Hein. Elle était bien droite. Hein, quand j'étais bien au milieu, ça va, ça donnait le change. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voler dans cette attraction. Moi, je trouve que c'est très réussi, Soarin'. Là encore, c'est une attraction familiale, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il n'y a pas de, si vous avez vous pouvez avoir une petite sensation de vertige si vous êtes sensible à ça, mais très honnêtement, c'est une réussite. Moi, je trouve cette attraction, c'est à ne pas manquer. Et puis il y a une autre attraction dans The Land également, Mima. Oui, donc du coup, la deuxième, elle s'appelle Living with the Land. Donc là, l'idée, c'est d'en apprendre plus, en fait, sur la manière dont on cultive, sur l'agriculture, sur la nature. Et on va notamment passer par toutes les serres d'Epcot, là où sont cultivés pas mal des légumes qui vont servir après dans des restaurants, notamment dans le restaurant du pavillon qui s'appelle Garden Grill et qui est exceptionnellement de tous les temps qui sont dedans, tic et tac. Donc voilà. Mais ça c'est. Je peux dire totalement impartial, bien entendu. Je peux dire mon anecdote sur les tomates de Living with the Land.
Vas-y. Ça fait que la 5e fois que je le dis dans le podcast, mais c'est le plus grand plant de tomates au monde. Tiens, on le voit. C'est le plus grand plant de tomates au monde. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plant dans le monde qui produit plus de tomates que le plant de tomates d'Epcot. C'est un truc de malade. Ah oui, pour nourrir tous les visiteurs. Il faut de la nourriture. Hein. Mais d'ailleurs, on peut faire la visite aussi de la. C'est ce que j'allais dire justement. Il y a pas que ça, parce qu'il y a aussi par rapport au festival et par rapport aux saisons, ils vont décorer aussi l'intérieur. Donc ça, c'est super parce que ça dépend. Voilà, la dernière fois, c'était par rapport aux dessins animés et aux films. Donc ils avaient fait La Belle et la Bête, Moana, etc. Au moment de Noël, il y a des lumières partout, c'est magnifique. Et comme tu disais, on peut faire aussi le tour. Là, je l'ai fait il y a quelques semaines en arrière. On va à pied exactement et on passe derrière en fait avec un cast member qui va nous expliquer voilà comment ils produisent, où ça part, dans quel restaurant, toutes les techniques. On nous fait goûter aussi certaines choses. Ça c'est vrai que j'adore les tours moi à Walt Disney World parce que tu vois tout ce qui est backstage et tu comprends mieux et c'est tout ce qu'on aime en fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de voir ce que les gens ne voient pas depuis le ride. Donc c'était marrant d'avoir cette vision justement de l'extérieur et de voir les rides passer avec les gens qui te font coucou et tout ça, c'était sympa. Mais il y a plein de c'est quelque chose que tu fais pas nécessairement, c'est quelque chose que tu fais pas nécessairement sur une première visite forcément. Non, pas forcément, mais après il y a mais ça peut se faire. Ça peut être sympa. Et c'est pas l'attraction la plus fun, hein. Mais c'est un des tours les moins chers en plus de Disney World. Donc du coup, c'est un des tours les plus faciles à réserver et le moins cher. Mais ce que tu dis en plus sur le fait de la déco, c'est intéressant parce qu'au fait à Disney World, il y a peu d'attractions qui vont changer par rapport aux saisons parce qu'ils essayent de garder ça de manière la moins altérée possible puisque beaucoup de gens qui viennent là-bas sont le public du Once in a Lifetime Vacation, ils reviennent jamais. Donc ça c'est une des rares attractions où ils vont avoir une version vraiment saisonnière en fait. Donc c'est un peu marrant. Mais Nina, tu es prof d'anglais ou non du tout. C'est un accent. Moi je sais pas, mais Fanny, je sais pas. Non. Ce que t'en penses, c'est non, vrai. Non. J'ai encore du boulot là. Écoute, moi franchement c'est pas mal. Hein. Pour te dire, je comprends pas ton anglais, donc c'est bon signe. Parce que d'habitude les Français qui parlent anglais, je les comprends. Allez, est-ce que tu un effort pour toi là? Est-ce que tu comprends, Alain, en revanche, l'attraction Journey into Imagination with Figment? Parce que ça, c'est une autre attraction d'Epcot où on va aller désormais. Une attraction complètement barrée, hein, disons-le. Hein. Alors globalement, moi, chaque fois qu'il y a un show, qu'il y a un truc, je comprends que dalle. Mais, cette attraction-là, elle me plaît quand même. Elle me fait rire. Elle me fait sourire. J'aime bien voir. Oh, exactement. Après, tu gardes la musique dans la tête. Et c'est pas l'attraction du siècle. C'est l'attraction du siècle. On va en parler parce qu'elle est dans ce parc, l'une des attractions du siècle. Mais écoute, c'est sympa, c'est fun. Et moi, j'y vais aussi pour ça. J'y vais pour avoir 10 ans et pour voir un dragon qui pète. Quoi. C'est-à-dire, alors, on va remettre dans le contexte. Comment tu spoil Geoffrey, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette attraction où on retrouve le dragon qu'on voit depuis le début de cet épisode sur l'image d'illustration. Figment, c'est qui Figment? Oui, c'est ce dragon. Alors, je vais honnêtement pas être le mieux placé pour en parler parce que je vais peut-être me faire des ennemis parce que je sais la hype qu'il peut y avoir autour de Figment, mais je l'ai déjà fait, je rassure, mais je ne l'ai fait qu'une fois et j'ai trouvé ça tellement tordu, effectivement, que je ne l'ai jamais refait. Attention. Voilà, je reste calme. Mais je l'ai jamais refait et je l'ai fait une fois il y a 10 ans. Alors voilà, je préfère. Mais il n'a pas changé, t'inquiète. Faut surtout pas changer quelque chose dans cette attraction. Dès qu'on change quelque chose dans l'attraction, il y a des fans qui font des bonds de 10 mètres. Hein. Je me souviens juste qu'il y avait des odeurs et des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est très vague comme souvenir. Parce que le pire, c'est l'image que tu es en train de montrer qui passe pour ceux qui regardent avec les images. C'est à la fin, tu as une lune avec un visage qui chante. C'est tellement. Mais ça fout les boules, c'est tellement creepy le truc là. À chaque fois, mes enfants ils se cachaient les yeux même. Et dans un truc pour enfants, et puis ça donne des cauchemars à la fin. Non mais. C'est sympa, c'est rigolo.
Moi, ça me fait penser à un truc pour enfants qu'on avait quand on était gosse, c'était Téléchat, qui était horrifiant. Oh ouais, c'était horrible, c'est vrai. C'est horrible. Téléchat, c'était... Eh ben, moi, ça me fait penser un peu à ça, mais Téléchat sous LSD. Tu vois, c'est Téléchat, c'est dépressif, et ça, c'est Téléchat qui aurait pris du LSD. Donc, voilà. Mais moi, j'arrive à débrancher le cerveau et à apprécier. De toute façon, je crois que la clé, elle est là. Toutes les attractions que tu fais, bah, quand tu fais des attractions intenses, bah, il faut débrancher le cerveau et se fier aux sensations. Tu fais Living with the Land, et ben tu regardes, et tu ouvres les yeux, et tu essaies d'apprendre des choses, et puis voilà, il faut débrancher un peu de temps en temps le cerveau. Ah bah là, il faut débrancher le cerveau dans Figment, hein, ça c'est clair et net. Tu disais, Jérôme, tu demandais Figment. Figment, en fait, c'est la mascotte d'Epcot. Aujourd'hui, ils ont essayé de s'en séparer pendant longtemps, mais en fait, c'est vraiment la mascotte et les gens adorent ce personnage, alors que c'est pas un personnage de film Disney ni quoi que ce soit. C'est un peu comme Orange Bird. Pas encore. Pardon ? Tu dis c'est pas un personnage de film Disney, ce n'est pas encore un personnage de film Disney. Pas encore, non. Ils ont fait des espèces de petits épisodes à un moment et tout, mais c'est une mascotte comme Orange Bird qu'ils ont inventé de toutes pièces pour le parc. Donc c'est pour ça aussi que les gens aiment bien, parce que c'est un petit peu à part. Donc les gens, ils sont fans de ce personnage-là. Ils auraient pu la mettre dans Vice Versa, hein. Ils auraient pu le mettre dans Vice Versa. Hein. Ouais, c'est clair. Un petit clin d'œil, tu sais, juste comme ça, en passant. Ouais, tu vois un truc. Je crois qu'ils ont prévu de l'adapter, hein. Je dis pas une. Et même en personnage taille réelle, je crois je sais pas s'il y est déjà. Ouais. Oui, il y est déjà. Ouais. Oui. En mythe, il y était, oui, il me semble. Ouais. Mais en fait, il existait dans la toute première version de l'attraction que les gens adoraient et qui parlait vraiment là de l'imagination, des rêves, etc. Puis ils ont changé l'attraction qui là n'était pas bien reçue du tout, justement notamment parce qu'il n'y avait pas Figment. Et donc du coup après ils ont rechangé en la version qu'on connaît, qui est un petit peu c'était un peu un pansement sur une carotide tranchée, tu vois, la solution de facilité, où ils ont essayé de bitonner un truc vite fait parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et donc, oui, l'attraction, elle n'est pas aussi poussée que ce qu'elle pourrait être, et elle mériterait d'être retravaillée pour reprendre un peu la version originale, mais avec des nouvelles technologies, du coup, quoi. Voilà. Et je m'excuse auprès de mon public, j'arrive pas à retrouver l'air pour le chanter, donc. Non, mais l'air Imagination. Je l'ai pas. Il aurait fallu que j'écoute avant, mais j'écoutais les musiques d'Hollywood Studios. T'as pas réalisé le bon. Mais non, j'ai pas réalisé le bon. Il faut que j'explique à tous ceux qui nous suivent. Oui. On s'est réunis avec l'équipe, on a dit on va faire des épisodes sur chaque parc. Et on a dit ce soir on enregistre sur Epcot. Et Alain est arrivé, vous voyez, il y a Alain à son t-shirt Epcot, sa casquette Epcot, mais Alain est arrivé avec bon, on va pas spoiler parce que t'avais mis ça. Il était prêt. Il pensait qu'on allait enregistrer sur Hollywood Studios ce soir, mais pas du tout. On enregistre sur Epcot pour l'épisode sur Universal, sur Hollywood. Ouais. Ça y est, elle est embrigadée. Tu te laisses séduire par le côté obscur de la force. C'est pas côté nul, ça. Il me perturbe à chaque fois, là, avec ses... Oh non, il faut qu'il arrête, lui. Allez, on va passer à une autre attraction. On va aller du côté de The Seas with Nemo and Friends. C'est aussi un dark ride, hein, comme Figment. Attraction familiale, sauf que là, on va pas dans les méandres de l'imagination du petit dragon violet. On va dans les profondeurs de l'océan. Et évidemment, on retrouve les héros du film Le Monde de Nemo. Bon, c'est sympa. Et ce qui est surtout sympa dans cette attraction, Mima, c'est que Disney mêle le virtuel au réel. Oui, c'est ça. Donc, on a des parties en set physique avec des décors, etc. Puis, on a d'autres parties où c'est plutôt des écrans, des projections, en fait. Donc, ça permet d'avoir quand même un mélange qui, je trouve, est assez convaincant, personnellement, assez divertissant. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un système aussi de parcours scénique infini, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure avec Spaceship Earth, où ici, on est plutôt dans ce qui ressemble au Dome Buggy qu'on peut retrouver dans Phantom Manor ou Haunted Mansion.
où on a des petites coquilles comme ça dans lesquelles on se balade. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est pas l'attraction du siècle non plus. Hein. Non, mais moi, ce que j'aime bien dans l'attraction-là, par contre, c'est qu'à la fin, moi, c'est Nemo et tout ça, ok, mais à la fin, surtout, tu arrives dans un immense aquarium. Et ça, les gens ne le voient pas forcément de l'extérieur parce qu'on voit. Non, parce qu'il est en haut, il y a un problème d'étage, je crois. Et voilà, et à la fin, tu arrives dans ce qui est quand même le deuxième plus gros aquarium des États-Unis, ce qui est pas rien. Et ça, on te fait pas la pub à l'extérieur de l'attraction, tu le sais quand tu y vas. Nous, la première fois qu'on l'a fait, on était super étonnés parce qu'on s'y attendait pas du tout. Ils te mettent pas de panneaux ou quoi que ce soit à l'extérieur pour te le dire. C'est vraiment, tu y vas et tu le découvres quand tu sors, ou voilà, tu le sais déjà. Mais voilà, pour ceux qui écoutent et qui sont jamais allés à Epcot, allez faire Nemo parce qu'à la fin, vous avez cet aquarium et il y a plein de choses super instructives aussi. Il y a des points photos, il y a des jeux pour les enfants. Vous allez voir, il y a des gens aussi qui font de la plongée, vous les voyez nourrir les poissons, donc c'est super intéressant aussi, c'est pas que l'attraction. C'est ça que j'aime. Et il faut savoir que l'ajout de cet aquarium, c'est Eisner qui le fait mettre en réaction à SeaWorld, en disant pas la peine d'aller à SeaWorld, si vous voulez voir des poissons, vous les avez aussi à Epcot. Ah là là, il est malin. Et c'est lui qui le magnifie. Il y avait déjà un petit truc, mais il le rend vraiment de la même façon qu'il a fait Animal Kingdom pour concurrencer les zoos, qu'il a fait Hollywood Studios pour concurrencer Universal. Je vous invite à voir la vidéo de Méa sur ça, c'est passionnant. Et voilà, donc c'est évidemment. À l'époque, il n'y avait pas Nemo, donc la licence Nemo a été rajoutée par la suite. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce bâtiment, on retrouve aussi une autre attraction, Turtle Talk with Crush. En gros, c'est la même chose que Stitch, comme on a à Disneyland Paris. Hein, on discute avec Crush. Si vous comprenez l'anglais, c'est très drôle, je trouve. À chaque fois, le personnage de Crush fait des petites blagues aux enfants. C'est tout mignon. Si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas top. Il a toujours une super répartie, par contre. Il est toujours très très drôle. Et c'est aussi, en fait, à Disney Sea, c'est aussi Crush. C'est aussi Turtle Talk. À Tokyo, du coup. Ouais. Ok. Et sur la Disney Line aussi, ils l'ont repris ça dans un des restaurants. On a l'animateur Spalat. Et pas sur les premiers, sur les classiques, mais sur le Dream, si je me trompe pas, le Fantasy. Le Dream, oui. On a aussi à la fin, à un des spectacles, on a Crush qui vient nous parler de table en table. En fait, il y a des écrans partout dans le restaurant et le personnage vient parler aux tables et pose des questions, il fait des blagues et tout ça aussi. Donc c'est super interactif, c'est sympa aussi, mais c'est sur le même concept. Il s'arrête pas de bosser, ce pauvre Crush. Et à l'entrée, vous avez les mouettes qui font du bruit, c'est rigolo. Ouais. Et on vient de faire un quart d'heure sur The Sea, on n'est pas couché. On va enchaîner avec pour supporter ce bruit de mouette. Ouais, c'est vrai que. Ouais, faut vouloir un peu, je pense. Ouais. Ah bon. C'est hors sujet, mais voilà. Écoute, on n'est pas totalement hors sujet puisqu'on va rester dans le monde marin avec une autre attraction, une petite promenade juste en face de The Seas with Nemo and Friends. C'est Journey of Water, inspiré par Vaiana. Nouvel ajout récent dans ce parc Epcot. Geoffrey, c'est vrai que c'est un endroit où on peut se détendre. Attends, juste un conseil pour les auditeurs. On vient de penser, on aurait pu le dire au début. On l'a dit pour les autres épisodes. N'hésitez pas à prendre un plan à côté pour suivre les endroits où Jérôme nous promène et nous emmène. Ça vous permet de bien vous situer dans le parc. C'est vrai qu'on l'a dit en tout début d'épisode pour les autres, mais là je fais ce petit rappel important parce qu'heureusement qu'il y en a une qui suit. Bah oui. Sur les côtés sur les autres. Il faut bien que quelqu'un soit là quand même. Ouais, exactement. Heureusement qu'il y en a qui bossent, hein. Et donc on se promène ici, en l'occurrence dans Journey of Water. Je le disais, Geoffrey, c'est un petit endroit très calme, très reposant dans le parc Epcot. Ah, mais c'est une zone fantastique, je trouve. C'est un chouette ajout. C'est beau. Bon, déjà, moi, je suis un grand fan de Vaiana, donc forcément, ça aide. Mais c'est beau, c'est poétique comme balade. C'est à faire de jour comme de nuit.
parce que les éclairages sont vraiment magnifiques et il y a pas mal d'interactions avec l'eau, le son et tout ça, et c'est vraiment très très sympa à faire. Et en général, il y a pas d'attente du coup pour cette attraction, donc c'est vraiment une balade à faire, donc à faire sans hésiter. Ouais. Prenez le temps de faire les promenades, prenez le temps de contempler les parcs, de visiter, de regarder les détails, etc. Je sais qu'on a tendance à enchaîner les attractions, mais voilà, il faut profiter aussi de ces petits moments et puis qu'on voyait ce point de vue à la sortie avec la boule. C'est beau, hein. Et surtout que ça prend pas longtemps, voilà, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, c'est vraiment une petite promenade à faire, donc entre deux, comme ça, on y passe, et c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Et quand vous y allez, regardez bien, parce qu'il y a plein de personnages de Moana cachés, en fait, ils sont sculptés dans la pierre, mais ils sont partout. Donc il faut vraiment bien ouvrir les yeux, parce qu'il n'y a pas que l'interaction avec l'eau, mais il y a aussi tous ces personnages à trouver, qui sont super rigolos. Donc je trouve que ça apporte, puis il y a la musique aussi du film, donc c'est extrêmement bien fait, je trouve. Et pour les enfants, de leur faire des chasses aux personnages cachés, les animaux qui sont cachés dans l'arbre dans The Tree of Life à Animal Kingdom, qui sont dans la roche. Ça les éveille, ça les sort des portables, ça les intéresse, ça leur plaît, et ça rend le truc vachement plus ludique. Oh bah là c'est vraiment ludique, hein, Journey of Water, là on voit les enfants jouer avec l'eau. C'est vrai qu'en Floride, c'est vraiment l'endroit bienvenu lors des shows de journée. Vous emmenez vos enfants là-bas et c'est vraiment tip top. Ils peuvent interagir avec l'eau. Donc je le redis, à chaque fois qu'on parle de cette attraction, par contre, on peut aussi choisir de rester au sec. Il y a toujours une option où on peut se mettre sur le côté si on ne veut pas être mouillé. Donc faut pas avoir peur non plus pour ça. Oui, c'est vrai. Oui, on n'est pas sur Popeye à Universal. Hein. Voilà, là il y a moyen d'éviter. Popeye, tu peux pas éviter. Hein. Non, c'est important de faire la précision. Tu as raison. On va passer. Mais pas de t-shirt blanc à Popeye. Pas de t-shirt blanc à Popeye. On va passer. Alors, si vous êtes mouillé, en revanche, il y a une possibilité de vous sécher rapidement. C'est de faire une autre attraction qui s'appelle Guardians of the Galaxy, parce que là. Ça va vite, hein. C'est montagne russe intérieure à Epcot. Là aussi, c'est un ajout récent, une attraction, Alain, évidemment, à ne pas manquer quand on va à Epcot. C'était mon 100e coaster. Et je me demande si je fais un classement de mes coasters préférés, je crois qu'il est dans les 3 premiers et il est pas 3e. Alors donc, on est sur la licence des Gardiens de la Galaxie, et alors explique-nous un petit peu le pitch de cette attraction. Bah en fait l'attraction est conçue comme un pavillon. On a parlé en début d'émission des pavillons du Maroc, du pavillon. Là c'est le pavillon de Xandar. Donc vous visitez les merveilles de Xandar, qui est une planète dans les Gardiens de la Galaxie. Donc vous rencontrez les personnages, il y a les gardiens qui interagissent avec vous. Vous avez des maquettes, et on vous propose de voyager dans Xandar à travers des portails, comme ils le font les gardiens, vous savez, avec les losanges qui se matérialisent. Et donc vous embarquez dans votre vaisseau. Chris Pratt met de la musique, années 80. Donc vous avez le choix entre 6 musiques différentes. Et là c'est parti, sauf que bien sûr ça part en sucette. Et vous tournez ça tourne dans tous les sens, mais c'est mécanique et c'est prévu de façon à ce que vous puissiez voir les écrans et que ça pique pas trop non plus la gerbe. C'est exceptionnel et c'est excellent. Oui, c'est ça. Super. On voit les images. En fait, vous visitez le pavillon de Xandar, comme tu dis, et ce célestial vole un artefact capable de manipuler le temps. Et donc, les Gardiens de la Galaxie, Groot ou bien encore Rocket, pour ne citer que, vous emmènent avec eux. Et votre mission, c'est de sauver la galaxie, hein, tout simplement. Hein, et ça secoue. C'est pour le moins que l'on puisse dire, c'est que on peut peut-être reprocher à cette attraction d'avoir beaucoup d'écrans, mais ces écrans ils sont importants aussi parce qu'ils nous plongent dans l'histoire, et les véhicules sont dirigés justement vers ces écrans pour bien suivre la storyline, hein, Mima.
Oui, c'est ça. Donc déjà, les écrans sont bien intégrés, contrairement à d'autres coasters sur des thèmes Marvel ou voilà. Mais ici, c'est ce qu'ils appellent en fait un omni-coaster. C'est un omni-mover coaster. Donc omni-mover, c'est un petit peu la technique qu'on a dans Haunted Mansion, où on va vous diriger uniquement sur ce qu'on a envie que vous voyez. Et donc ici, le coaster va faire pareil. Il va vous diriger uniquement sur ce que vous devez regarder, sur le point d'attention du moment, en fait. Et donc du coup, tout est optimisé pour que ce soit agréable à regarder, mais aussi, moi, je connais peu de personnes qui supportent pas cette attraction, même des personnes qui sont pas très coaster ou qui ont le mal des transports, ils ont pas de problème dans ce ride de manière générale. Parce que justement, le véhicule fait pas de mouvement improvisé, tout est contrôlé. Tout à fait. C'est ce qui est bien en fait, c'est qu'en même temps il y a de l'air qui arrive. Pareil avec le mal des transports et tout, j'avais très peur la première fois que je l'ai fait. Mon fils, il déteste les coasters et en fait, c'est le seul qui fait. Et moi, je peux le faire 2-3 fois de suite et il n'y a pas de problème. Alors que, voilà, il y a des certains où je suis comme Mission Space, je peux le faire une seule fois sinon je vais être malade. Mais en fait, quand on te pitch justement l'attraction, ça te fait un peu peur. Mais quand tu es dedans, c'est tellement bien fait, c'est tellement fluide et puis l'air, etc. fait qu'on ne se rend pas compte et on n'a pas cette sensation justement de malaise qu'on peut avoir hier et t'as pas de choc, t'as rien du tout, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec Crush Coaster par exemple. Crush Coaster, tu peux être malade quoi. Là, franchement, c'est hyper fluide, etc. Et puis c'est top quoi, t'as la musique, avec la musique et tout, c'est vraiment t'es dedans. C'est vraiment un coaster parfait. Ouais, ça c'est clair qu'avec les gardiens et la musique, ça dédramatise beaucoup aussi. C'est ce qu'ils ont fait sur la tour en Californie. On n'a pas le côté un peu... on a quand même un peu d'anticipation, mais je pense qu'ils participent aussi. Ou c'est un univers qui est fun, qui est bonne vibe. Et donc du coup, c'est une attraction qui en général est très bien supportée. Ouais, comme tu disais ici, moi je connais aussi des gens qui ont des gros soucis de mal des transports et cette attraction, ils n'ont pas de problème. Et rang 9, si vous demandez un rang, vous demandez le rang 9, c'est là qu'apparemment l'expérience est la plus performante. Ouais. Parce que encore une fois, tu spoil, mais tu vas tout derrière. Non, tu vas tout derrière. Et donc, alors les chansons, donc il y a September, il y a Blondie, il y a Flock of the Seagull. Moi, je suis tombé 2 fois sur Flock of the Seagull, 3 fois sur Flock of the Seagull. Il y a Everybody Wants to Rule the World, Conga, et il nous en manque une. Tears for Fears. Tears for Fears, c'est Everybody Wants to Rule the World. Mais avec mon accent, je comprends que tu n'as pas compris. Après, quand tu dis à la choix, c'est pas au choix. Voilà. Oui, non. Ah non, c'est au hasard. Et il en manque une qui est pas la plus connue, je pense. Je continuer, je vais vous dire ça. Oui, vas-y, on va continuer. L'info, oui. On va continuer. Juste pour oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose, Geoffrey? Non, j'ai rien dit. Ah, je croyais, excuse-moi. Juste, on va... Juste un truc, attends, j'ai une info. 98 km/h pour Cosmic Rewind, 94 pour Tron, et 104 pour monter à 107 pour Test Track, qui est bien la montagne russe la plus rapide de Disney World. Très bien, merci pour cette info, c'est bon à savoir. Petite parenthèse pour vous dire aussi qu'on les a pas listés dans les attractions, mais si vous voulez vous mettre à l'abri de la chaleur, prendre un peu de climatisation, vous pouvez aussi aller voir le film Awesome Planet qui est aussi dans le pavillon de Land sur les merveilles de la Terre, et vous avez aussi Disney and Pixar Short Film Festival, là on vous diffuse des courts-métrages, et n'oubliez pas aussi, parce que on l'a pas cité, mais dans cette partie du parc Epcot, il y a aussi le Communicore où vous pouvez rencontrer les personnages Disney. Il y a le bâtiment Meet Mickey and Friends où on rencontre Dingo notamment, Minnie, Mickey évidemment. Enfin voilà, tous les amis de Mickey, vous pouvez les rencontrer dans ce bâtiment. Le parc Epcot qui a subi une grosse transformation récemment. C'est aussi pour ça que c'était important de refaire un épisode de promenade à Epcot, puisque on l'avait fait lors de la saison 1, mais évidemment en 5 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé, vous l'avez compris. Alain, vas-y. Disney Inferno, la dernière chanson de The Clamps, et j'en profite pour dire que
On a ouvert des playlists GoWW pour sur Spotify et sur Deezer. Donc allez-y, vous pouvez balancer des chansons. Il y a 2 playlists sur chaque plateforme, une qui est plus généraliste sur tout type de chansons et une autre qui est plus basée sur les musiques et chansons de parc. C'est ouvert, c'est notre playlist. Moi, pour février, il me faut mes playlists, hein, donc remplissez. Ça fait un petit moment que je suis plus allé voir combien il y en avait, mais je sais que sur Deezer, c'est Spotify, ça a bien avancé. Deezer, c'est un peu plus compliqué. Donc allez-y. Voilà. J'avais donné comme consigne une par personne, mais vous pouvez balancer 2 ou 3, on s'en fout. Hein. Oui, après, au pire, je ferai du ménage. Non, c'est vraiment très sympa cette initiative. Vous pouvez aller effectivement rajouter vos musiques dans les playlists de GoWDW. Et puis, n'oubliez pas, on a aussi lancé une petite cagnotte si vous voulez contribuer à nos contenus et au podcast et participer au financement notamment du logiciel qu'on est en train d'utiliser. Vous avez le petit QR code en bas à droite, vous flashez, vous nous laissez un pourboire. On vous remercie d'avance. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça nous aide énormément. Et puis si vous voulez nous soutenir d'une autre façon, eh bien vous pouvez aussi tout simplement partager nos contenus sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, vous pouvez partager ça sur vos réseaux, sur vos pages. Et ça, c'est un soutien qui ne coûte rien, mais qui nous aide également beaucoup. Oui, Geoffrey. Et petite info vérifiée entre-temps, mais donc Test Track est bien l'attraction la plus rapide de Disney World, mais également de tous les parcs Disney du monde. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. C'est l'attraction la plus rapide de Disney. Ça veut dire que Radiator Springs à Disney Californie, qui est sur le même principe globalement que Test Track, est moins rapide. Et moins rapide, oui. Ouais, ça, il va moins vite parce qu'il n'y a pas une grosse accélération comme sur Test Track au final. Ouais, et puis il y a du relief. Oui, voilà, c'est ça. Ils font beaucoup de tournants, des petits airtime et tout, mais t'as pas une aussi grande lancée comme ça. C'est vrai. Très bien. Allez, on va passer du côté du World Showcase. Deuxième partie du parc Epcot. Alors, le World Showcase, on a expliqué au début de cet épisode ce dont il s'agissait. 11 pavillons différents. On va pas reciter les pays, mais là, c'est une immersion. C'est un voyage dans le voyage, le World Showcase. Hein. C'est un tour du monde. On rigole toujours en disant, il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent, mais vous allez souvent, alors vous retournez en Europe, vous allez. Non, on va à Epcot. Ça suffit. Voilà, quand on veut même manger quelque chose qui est plus européen, voilà, on va en Allemagne, on va en France et on va se faire notre petit repas traditionnel là-haut. Mais ouais, tout le monde rigole, il y a plein de vidéos là-dessus avec des gens qui disent j'ai pas besoin d'aller voyager puisque j'ai tous les pays à Epcot, il suffit que j'aille là-haut. Et c'est vrai parce que c'est une représentation, on va dire, de beaucoup de pays. Bon, il en manque, hein, il y a souvent des gens qui râlent en disant oui, mais voilà, il manque certains pays, mais bon. Il faut savoir que c'est des pavillons qui sont sponsorisés par les pays. Donc, c'est pas que Epcot ou que Disney ne veut pas certains pays, c'est que certains pays ont refusé d'être là parce que ça coûte de l'argent. Et puis qu'il faut faire venir des équipes pour être cast member là-haut. Parce que chaque pavillon représente un pays, mais a ses propres cast members du pays. Donc, c'est des programmes qui sont mis en place. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place. C'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Donc, mais il y a l'éternelle candidature du Brésil, où enfin c'est un serpent de mer le Brésil, mais en plus maintenant il y a quand même un problème de place aussi, parce qu'autour du lac, je sais pas si t'es à la place pour foutre beaucoup d'autres pavillons, hein. Peut-être un ou deux, mais je suis pas certain quoi. Oui, après peut-être pas autour, peut-être qu'ils peuvent aller un peu plus vers l'extérieur, comme ils commencent à faire à Animal Kingdom ou à Magic Kingdom maintenant. Ça s'étend vers l'extérieur, t'es pas obligé de rester autour du lac. Mais c'est vrai que quand les gens râlent en disant Disney a même pas pensé au Brésil alors qu'il y a une grosse communauté de Brésiliens en Floride, c'est pas tout à fait vrai, c'est juste que le Brésil c'est le Brésil qui a pas pensé. C'est le Brésil qui a pas pensé à être. Mais non, et puis comme les pavillons ils ont été construits autour des années 70, peut-être que le Brésil ou l'Espagne ou la Grèce avaient pas forcément les moyens à ce moment-là de construire leur propre pavillon ou avec d'autres soucis. Voilà, après c'est un souci de budget, c'est des soucis politiques. C'était des dictatures. Le pavillon marocain existe toujours, mais le Maroc a abandonné le pavillon. Ça a été repris par Disney. On a vu les soucis aussi que ça pose quand
quand on a eu le Covid, par exemple. Au moment du Covid, c'était compliqué parce que les personnes qui venaient de l'extérieur du pays n'avaient plus de visa, tout le monde a dû rentrer chez soi. Et quand ça a rouvert ici très rapidement par rapport à d'autres pays, on s'est retrouvé avec des pavillons avec des Américains qui essayaient de faire vivre un peu la culture, mais qui n'arrivaient pas du tout. Donc, ils ont essayé de trouver des gens qui habitaient en Floride, qui étaient locaux, mais qui venaient d'autres pays. Donc, c'est là qu'on voit la limite aussi de ce genre de programme. Et voilà, surtout avec le Maroc en ce moment, qui n'est plus du tout géré, parce que le Maroc a décidé d'abandonner ce pavillon-là. Donc, c'est dommage. Mais bon. Après, voilà, le parc, j'adore le concept. Je trouve que c'est super pour aller se balader. Il n'y a pas énormément de rides et d'attractions, du coup, dans les pays représentés. C'est vraiment plus pour voir les décors, l'architecture, la culture, les boutiques, manger surtout. C'est vrai que nous, souvent, quand on se dit, bon, on va manger, voilà, comme vous pouvez dire, j'ai envie d'aller manger chinois, on va dire, on a envie de manger allemand, et puis on va manger à Epcot. On n'essaie même pas d'aller manger à l'extérieur du parc. On sait qu'on a tout dans ce parc-là, donc c'est ça qui est sympa au niveau de non, et puis la gastronomie aussi. Il faut bien comprendre, parce que ce podcast s'adresse autant aux gens qui sont déjà allés à Walt Disney World qu'à ceux qui n'ont qu'une idée très vague de ce que c'est. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des petits stands, ce sont vraiment des pavillons, de grands bâtiments, de grandes zones avec l'architecture qui est représentée, la culture, voilà, il y a des boutiques, il y a dans certains pavillons des attractions, des restaurants. C'est pas Europa Park, quoi. C'est pas Europa Park. C'est pas la partie française d'Europa Park ou italienne d'Europa Park. Non, c'est beaucoup plus grand. C'est autre chose. Lucas, quand il y va, à chaque fois, il prend une première photo du premier pavillon par où on commence, et il pose sur Insta, il dit où est-ce que je suis. Alors, genre, forcément, il dit tu es au Mexique, c'est super, machin. Et puis, une demi-heure après, il poste, et là, où je suis. et oui, parce que les gens, ils comprennent pas. Parce que tu prends la place Saint-Marc, si tu prends la photo avec un bon angle, tu t'y crois, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Là, on voit par exemple en image l'intérieur du pavillon du Mexique. Là, c'est le pavillon américain. Et là, un petit pêle-mêle avec le pavillon japonais, le pavillon italien, le pavillon chinois et le pavillon du Mexique. Donc, ça vous donne une idée un peu de. La dernière fois, je suis tombé sur la pagode d'Epcot, sur un documentaire sur la Chine. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, ils ont copié Epcot. C'est tellement bien représenté, par exemple, que je crois que c'est Christina Aguilera qui chantait la chanson de Mulan. Oui, de Mulan, exact. Ouais, le clip a été tourné au pavillon chinois d'Epcot, par exemple. Donc c'est vrai que c'est hyper dépaysant. Et puis voilà, on peut, comme Fanny le disait, le choix dans les restaurants à Epcot, il est immense parce que justement, on peut goûter un peu de tout selon le pavillon où vous êtes. Il y a les pizzerias dans le pavillon italien, il y a les restaurants japonais au pavillon du Japon, évidemment. Vous avez c'est le Orange Blossom, le restaurant chinois? Le Nine Dragon? C'est le quick service, c'est le Blossom. Le Nine Dragon. Le Nine Dragon. Oui. Donc non, franchement, il y a beaucoup de choix. Et puis on le disait, ces pavillons accueillent parfois des attractions. Donc on va aller par exemple du côté du pavillon de la Norvège qui accueille l'attraction Frozen Ever After, Mima. Oui, donc du coup, l'attraction ici de la Reine des Neiges, c'était à la base une attraction plutôt basée sur les légendes nordiques, etc., qui a repris le thème du film tellement il avait du succès. Et donc ici, on va simplement retracer une partie de l'histoire de Anna et Elsa. C'est une croisière scénique, donc c'est un petit peu, c'est un mélange entre un dark ride et une croisière. Donc vous êtes dans un bateau un petit peu comme on pourrait imaginer pour It's a Small World, sauf que ici vous avez quand même un peu plus de sensations, il se passe un peu plus de choses. Je sais pas si on se spoil à ce point-là parce qu'a priori tout le monde a déjà fait l'attraction, la plupart des gens qui écoutent, mais alors moi je ne vais pas spoiler. J'étais un petit peu surpris, j'ai pas été pris, mais j'étais un petit peu surpris par le mouvement du bateau, voilà. Donc il faut pas dire. Oui, il ne faut pas dire. C'est pas non plus, voilà. Oui, c'est pas non plus Chiapas, à Fantasyland. Non, ça, vous pouvez y aller toute la famille, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est la Reine des Neiges, quand même. Et en plus, voilà, c'est la Reine des Neiges. On voit tous les héros du film, évidemment, Anna, Elsa, Olaf, tout ça.
C'est une chouette attraction, je trouve. Ce serait encore mieux si on remettait les animatroniques au goût du jour avec ce qu'ils ont fait maintenant sur les autres parcs. Mais même comme ça, je trouve qu'ils donnent quand même le change. Il y a beaucoup qui les aiment pas, mais moi, je trouve que non, c'est pas dégueulasse. quand ils sont sortis à l'époque, on était tous waouh, c'est une super idée, c'est beaucoup plus fluide. Et je trouve qu'ils donnent quand même toujours le change, perso. Mais oui, parce que ce sont des audio animatronics avec les visages projetés. Ouais. Par contre, ce pavillon a quand même un problème, c'est qu'il y a trop de monde. C'est vraiment moi c'est le pavillon dont dont je profite le moins parce qu'il y a trop de monde, tu peux pas te balader, la boutique tu peux pas y aller, le restaurant il est tout... Ouais, non mais exactement. Alors que tu vois par exemple au Canada, c'est comme le pays en fait, c'est hyper grand, t'as de l'espace, etc. Tu vois. Et voilà, et au Canada, je fais plein de séances photos, je me balade, je connais bien le truc, tu vois. La Norvège, j'ai qu'une envie, c'est en soirée à Bastille. Il est plus petit déjà de base, le pavillon de la Norvège. En plus, ouais. Petit. On voit une photo là du pavillon de la Norvège. Juste à côté, un autre pavillon qui accueille lui aussi une attraction, c'est le pavillon du Mexique, dans lequel on retrouve l'attraction Grand Fiesta Tour starring The Three Caballeros. Là, c'est une petite balade en bateau aussi, Geoffrey, où on chante, on danse avec Donald, José et le dernier, comment il s'appelle déjà, Pancho, non? Panchito. Ouais, j'ai trop de mémoire ce soir, c'est terrible. J'ai rien préparé, j'improvise. Je vous laisse bosser en fait. C'est un boat ride, un peu à la manière de It's a Small World, on va dire. Alors c'est très sympa à faire une fois. Voilà, c'est pas l'attraction du siècle. C'est sympa, c'est beau, c'est agréable. Alain dira peut-être que c'est le moment parfait pour une micro-sieste. Je le rejoins. Mais c'est sympa à faire au moins une fois. Mais il faut faire quand même gaffe parce que moi sur les bateaux j'aime pas trop faire la micro-sieste parce que pour peu que tu te penches un peu et tu t'endormes sur le côté, à chaque virage j'ai vite arrivé. Mais par contre, je trouve que l'intérieur du pavillon mexicain est pour moi le plus réussi. Il est juste sublime, c'est magnifique. Et c'est vraiment à ne pas louper, aller à l'intérieur de cette grande pyramide. Voilà, on voit les images si vous êtes sur YouTube, mais c'est magnifique. Il faut aller voir ça de vos propres yeux. On est à l'intérieur, mais on a l'impression d'être en extérieur. Ouais, qu'il y a une impression de hauteur, de volume. C'est très très réussi. C'est vraiment. Et le restaurant avec vue sur la pyramide Maya justement, et on voit les bateaux de l'attraction qui passent devant nous. C'est le San Angel Inn qui est là. Il est vraiment pas mal. On a eu l'occasion d'y manger sur le dernier séjour. Si vous aimez les saveurs mexicaines dans une ambiance, une atmosphère reposante, allez-y, vous ne serez pas déçus. Bon, après, il faut pas qu'il y ait aussi à côté. Moi, je disais aussi la Calva del Tequila. Voilà. Et derrière, c'est Tequila. Les margaritas. Alors, comme je voyage avec les enfants, j'ai pas encore eu l'occasion, mais pour la prochaine fois, pourquoi pas. Bon, après, au Saint-Angeline, il faut pas que tu aies deux corps dans le bateau qui te jettent du popcorn dans l'assiette, parce qu'ils sont un peu cons. Mais c'est tout, quoi. Mais t'as pas fait ça quand même. Bah oui, j'ai fait. C'était toi. Non, mais alors, oui. Pour résumer le truc, en fait, on avait des pop-corn, et si tu veux, il y avait des gens qui attendaient pour manger, qui n'étaient pas à leur apéro, et il fait signe que pour lui envoyer dans le, tu vois, lui jeter le pop-corn. Donc moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Puis après, c'est parti en sucette. Ah là 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 là. Là, de Walt Disney World. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils t'entendent, hein, tu sais, ils nous écoutent. Hein. Attention à toi. Je vais être recalé à la frontière. Ouais, exactement. Une autre attraction dans un autre pavillon, c'est le pavillon que l'on connaît bien puisque c'est le pavillon de la France, où on retrouve l'attraction Ratatouille, Fanny. Ratatouille, ben oui, on la connaissait déjà à Paris. La différence là, c'est qu'on finit pas par le restaurant. Il n'y a pas de restaurant Rémi à la fin. Mais sinon, ils ont vraiment bien reproduit, je trouve, les rues parisiennes, l'esprit français. Donc, il y a pas de vrai un gros restaurant, mais il y a une crêperie qui s'appelle la crêperie de Paris, qui est à l'entrée plutôt de l'attraction,
Après, sinon, l'attraction, c'est vrai que ça, voilà, je pense que c'est même d'ailleurs exactement la même que celle de Disneyland Paris. Mais c'est super sympa à faire. Dans le pavillon français, c'est un des pavillons, je pense, les plus visités parce que les Américains sont très friands de tout ce qui est français. Donc là, on s'y croit vraiment. Hein, ça nous fait même bizarre. On a l'impression d'être retourné à la maison quand on y va. Et puis il y a plein de petits détails qu'il n'y a pas forcément, comme là, on est en train de voir là la petite boutique de Ego, le critique culinaire, avec des produits français en vitrine, avec du pâté Enaf. Donc nous, on y va, à chaque fois, on montre ça à nos copains américains en disant « Mais oui, ça existe pour de vrai, les marques-là, on les a en France !» Donc on est super content de retourner là. Et l'attraction en elle-même, voilà, on est dans un véhicule qui est une souris. On est de la taille d'une souris, du coup. Un rat. Excuse-moi. Ratatouille. Voilà, et on est accueilli par le chef Gusto qui nous emmène sur les toits de Paris et on part dans une folle aventure. On tombe dans la cuisine, on cuisine avec eux, on se retrouve dans le restaurant un peu comme dans le film. En fait, on est pourchassé par le méchant chef. Donc il y a plein de, voilà, encore une fois, je veux pas spoiler complètement, mais on est à la taille d'un rat et il y a plein de petites choses qui s'ajoutent. On passe dans les frigos, on passe dans la cuisine. Il y a des petits effets où on peut être mouillé, on peut avoir un peu chaud, voilà. Donc et des effets qui fonctionnent. Merci de le dire à ma place, Jérôme. Voilà, je me substitue quand il faut, Mima. N'hésite pas, tu me fais un petit signe. Ça va, je te ferai un clin d'œil distrait comme ça. Voilà, exactement. Non, c'est une attraction sympa. Son seul petit défaut, c'est aussi qu'il peut y avoir parfois un petit peu d'attente. C'est une des plus récentes, donc. Oui. Ouais. Et au pavillon français, pareil qu'au pavillon norvégien, il y a beaucoup de monde. Eh oui. J'ai jamais compris, je fais une parenthèse, j'ai jamais compris pourquoi, bon, c'est une chouette attraction dans l'ensemble, mais je trouve que c'est pas vraiment l'attraction de l'année. Et ils l'ont fait en 2014, si je dis pas de bêtises, à Disneyland Paris. Et je trouve que les avis n'étaient pas spécialement bons et positifs là-dessus, donc je comprends pas cette envie de la transposer en Floride. Sans peut-être mettre une amélioration quelque part pour que ce soit quand même mieux, je trouve. Après, ça reste mon avis. Je suis pas un grand fan de cette attraction, alors que j'adore le dessin animé, mais voilà, je comprends pas. De mémoire, je crois qu'elle a coûté hyper cher à la conception à Paris, mais vraiment un truc. J'avais la différence de prix entre Ratatouille et Symbolica à Efteling, qui sont assez similaires, et Symbolica coûtait tout compris 10 fois moins que Ratatouille. Donc forcément, comme l'attraction est un succès en France, la dupliquer coûte moins cher que de faire une attraction nouvelle. Exactement, ça coûte beaucoup moins cher de la dupliquer, et quelque part, tu divises tes coûts d'exploitation, de construction par deux en dupliquant l'attraction. Donc vraisemblablement qu'on l'aura possiblement dans d'autres parcs. C'est rare, il y a des trucs qu'ils font que pour Paris au final. Je pense qu'ils ont voulu rentabiliser en fait l'investissement. Mais elle avait quand même son petit succès à Paris quand elle a ouvert. Les gens étaient assez enthousiastes pour l'attraction. Moi, je t'avoue que ça n'a jamais été une de mes préf non plus, mais il y a beaucoup de gens qui adoraient l'attraction à Paris quand elle est sortie. Et bon, maintenant, elle a l'âge qu'elle a, donc on fait encore d'autres choses depuis. Donc ça peut influencer notre avis aussi, mais je pense qu'ils ont voulu la développer pour le budget, en fait, simplement. Et puis le système trackless, à l'époque, était pas si courant que ça. Aujourd'hui, tous les dark rides maintenant se font quasiment tous en trackless, mais Ratatouille est l'une des premières, hein, où en fait les wagons sont pas sur rail. Mais justement, c'est quand tu vois que... Vas-y. Non, vas-y, Geoffrey. Mais c'est quand tu vois, par exemple, que en fait, Ratatouille à Epcot a ouvert, si je dis pas de bêtises, en 2021, donc 2 ans après Rise, qui est à la pointe du Dark Ride Trackless. Et donc c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que ça ferait un peu un retour en arrière, je trouve. Alors après une magnifique attraction comme Rise, ça fait un grand retour en arrière, je trouve, cette attraction. En fait. En soi, quand tu regardes... Au niveau du timing, il ne faut pas oublier aussi qu'à Epcot, il y a eu un gros souci, c'est encore une fois le Covid.
et il y a plein de choses qui ont été énormément retardées. Il y a des choses qui ont été annulées, donc peut-être aussi que dans leur plan, c'était pas censé peut-être sortir avant Rai, je sais pas. Donc il y a peut-être ça aussi. Mais et comme dit Alain, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'ils ont repris quelque chose qui fonctionnait pour le mettre à Epcot, et ils n'ont pas vu l'intérêt d'aller remettre de l'argent pour faire de la recherche, pour voilà, parce qu'il y a tout ce qui est en dehors de tout ça, la recherche, surtout avec Disney, c'est tellement pointu. Quand ils font une production, t'as une backstory, t'as tous les personnages, c'est énorme. Nous, on voit le produit fini, mais c'est énorme. C'est un des trucs qui a coûté le plus cher dans cette attraction, c'est le film qu'on voit en fait. La toute petite partie animée qu'on voit, Pixar a mis plus de temps à animer ça que tout le film Ratatouille en entier en fait, parce que ça doit vraiment suivre le mouvement et que c'est vraiment un peu circulaire. C'est pas tout à fait comme un écran de cinéma classique. En fait, Pixar a mis plus de temps à animer ces 2 minutes 30 d'attraction que tout le film Ratatouille. Donc du coup, ça a coûté extrêmement cher aussi. Ça, mais c'est vrai qu'en soi, quand tu vois par exemple Mystic Manor qui est sorti 1 an avant Ratatouille et qui est aussi en trackless, c'est largement au-dessus. Après ici, voilà, c'est une attraction qui a pas beaucoup de set physique et qui a beaucoup cette partie film. Et donc pour Paris, c'était un bon choix. Pour Epcot, je sais pas, mais ils ont voulu aussi Epcot lui redonner justement tout ce rebranding où ils ont essayé de redonner un souffle au parc, mais aussi une autre capacité d'ajouter des attractions qui allaient pouvoir faire tourner du monde, quoi. Et donc Ratatouille, vu que c'est une attraction qu'on avait fait que à Paris, ben c'était l'occasion de la réutiliser et de rentabiliser un peu l'investissement, j'imagine. Oui, et puis Fanny, tu ne diras pas le contraire, les Américains ont une affection particulière pour la France. Et puis c'est ce que j'allais dire, justement, de savoir qu'ils ont une attraction qui est à Paris, pour des Américains qui n'ont jamais pu aller à Disneyland Paris, et ils en rêvent, ils ont l'impression d'y être un petit peu aussi, donc même en dehors du fait que ce soit sur un thème français, dans le pavillon français, c'est une attraction qui est à Paris. Donc du coup, je peux vous dire qu'ici, ça a fait ils attendaient vraiment ça avec impatience. Et c'est une attraction qui plaît énormément aux Américains ici. Hein, donc je pense encore une fois qu'il n'y avait pas d'intérêt pour Disney de dépenser de l'argent, on va dire, pour faire quelque chose. À confirmer, mais il me semble que c'est au pavillon Paris où il y a le plus de demandes en mariage, plus que devant le château. Ah bon, ça je pourrais pas te dire. Quel romantique. J'avais lu cette info, et tu as un épisode de The Middle qui est une série quelconque de pauvres gens du moyen américain mais qui s'aiment, machin, etc. Et en fait ils gagnent un voyage à Disney World, ils vont à Disney World et ils boivent un verre sur le pavillon français. Il lui dit, tu vois, quand on s'est mariés, je t'avais promis qu'on irait à Paris. Et dit, bon, on a fait 3 enfants, on a la vie qu'on a, mais j'ai presque tenu ma promesse. Et elle lui répond que c'est pas grave parce qu'elle préfère avoir ses enfants, avoir sa vie et de pas être allée à Paris. Puis de toute façon, le tout c'est que des fois, penser qu'on y est, c'est presque aussi bien que. Ouais, mais attends, avant que quelqu'un ait retrouvé, il y a je sais pas combien de saisons, l'épisode et tout. Tu nous sous-estimes, Alain, tu nous sous-estimes. C'est clair. Oh là là. Oh, la Walt Disney World. Il y a plein d'autres films à voir avant d'aller à Disney World en Floride, avant d'aller voir un épisode de The Middle. Eh ben, on fera un épisode, tiens, sur les films et séries à voir avant de partir. Dans les j'ai lu fait les thèses décisives. Je suis un peu le Zidane du podcast. C'est exceptionnel. Bon, Epcot, c'est évidemment, vous l'avez compris, des attractions, des restaurants. On n'en a pas parlé, mais j'ai une petite liste là, juste pour vous donner une idée. Je vais vous faire la liste exhaustive des restaurants à service à table à Epcot. Vous avez Chef de France, Monsieur Paul dans le pavillon de la France, Le Cellier Steakhouse au Canada, Coral Reef Restaurant qui est un restaurant dans le pavillon, The Seas où vous mangez avec la vue sur les aquariums. Vous avez la Hacienda de San Angel et San Angel Inn au Mexique, et le Garden Grill Restaurant où on retrouve Tic et Tac, tu l'as dit, Mima. On a le Via Napoli et le Tutto Italia en Italie, Rosencroft Dining Room. Question. Attends, laisse-moi terminer. Le Spice Road Table au Maroc, le Nine Dragons en Chine. Vas-y. Tu as oublié les Japonais. Ouais, tu as oublié le pavillon japonais déjà. C'est vrai. Voilà. mais non, la question c'est, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà mangé au resto italien au pavillon italien? C'était bien? Oui. J'ai fait le Via lequel? Parce qu'il y en a 2 en vrai. Ouais, moi j'ai fait le Via Napoli. C'était bon. C'était pas, voilà, je le referai pas parce que c'était pas un souvenir impérissable, mais c'était bon.
parles du Vianapoli, Alain, ou du petit sur le côté? Non, n'importe, parce que moi j'ai toujours été déçu. J'ai jamais mangé là-bas, à cela en l'occurrence, mais aux États-Unis, tous les restos italiens où j'ai été assez déçu. Et donc c'est pour ça que je me posais la question. Parce que maintenant, je vais plus dans les restos italiens aux États-Unis. Parce qu'on va dire que Vianapoli, ça va rester le resto le plus italien que tu puisses trouver, parce que ici, la différence, c'est que les restos italiens, c'est sur la base des émigrés italiens qui sont arrivés aux États-Unis, donc c'est plus à la mode new-yorkaise. Tout ce qui est italien, c'est à la mode new-yorkaise, les pizzas, etc. Donc c'est pour ça que tu vas pas retrouver l'Italie de l'Europe dans la cuisine des restos italiens aux États-Unis, parce que ça a été énormément adapté au goût des Américains. Par contre, Vianapoli, ouais, si t'aimes bien les pizzas, ils font des énormes pizzas au feu de bois. Voilà, c'est pas mal. Après, tu retrouves Alain, comme en Italie. T'habites en Corse, tu prends un bateau, tu vas en Italie, hein, si tu veux manger une bonne pizza. Ah oui, non, c'est tout à fait. Bah, c'est pour ça que j'ai jamais mangé en France, quoi. Parce que, si tu veux, voilà, quitte à manger, je préfère aller manger au Japon, on n'a pas de resto japonais. Ouais, c'est pas très exotique, c'est sûr. Comme je disais, nous on va en France, en Allemagne et tout ça, parce que pour nous, ça nous manque. Mais quand tu viens en vacances ici, c'est pas le premier truc que tu vas faire, c'est sûr. Et alors, le plus grand mystère pour moi, quand même, c'est le succès du Billarten, qui est tout le temps blindé. Franchement, moi, je peux pas, quoi. Aller voir des tétons en culotte de peau, en train de danser Aïda, je te jure, c'est... J'adore. Tu sais que ça me préféré avec 4 mois. J'adore. Le chaud qui donne oui, mais toi, c'est de là-bas. Mais c'est un buffet à volonté de la cuisine allemande. Moi, je viens de Lorraine. Je veux de la saucisse rouge. C'est de la choucroute. Je t'assure. En plus, quand je vois ce pavillon, etc., je peux pas m'empêcher de penser à la scène de la Grande Vadrouille, il saute avec les chaises, etc. Mais c'est l'avantage d'Epcot, c'est qu'on peut manger en France, on peut manger au Japon, on peut manger au Mexique, on peut manger en Chine, et on peut même manger dans l'espace avec le Space 220. Ça aussi, c'est un restaurant service à table. Juste le Tepanedo, on n'a pas parlé du Japon, du Tepanedo. Le Tepanedo, exactement, au Japon. Qui est une chouette expérience, c'est un barbecue où en fait le mec fait directement sur une plancha sur votre table. Et en fait, il vous fait le volcan, il vous fait des têtes de Mickey, il vous fait le show, il fait sauter les crevettes. C'est... Tu sais pas trop ce que tu manges. C'est une expérience. Tu sais pas trop ce que tu manges parce que c'est pas trop compréhensible le menu, mais c'est bon. Et franchement, c'est assez chouette. Et en plus, c'est très convivial. Pardon? Sauf si tu y vas avec moi. Ah oui, mais ça, tu m'expliques, tu me dis. Parce que je te traduis le menu, tout simplement. Bah oui. Et en plus, non, mais il y a un truc qui est vachement convivial, c'est que tu te retrouves à table avec des gens que tu connais pas. Donc, tu essayes d'échanger avec eux. Moi, j'avais des New-Yorkais qui étaient très sympas. J'avais des mecs du Kentucky, mais j'ai rien compris à ce qu'ils me racontaient. mais les New-Yorkais aussi, ils comprenaient pas, donc ça m'a un peu rassuré. Et si tu veux, mais c'était le Tepanedo, surtout pour une première fois, c'est une expérience à faire, je pense. Non, moi, j'y vais à chaque voyage. C'est un immanquable, j'adore aussi. J'avoue que moi, je suis pas le bon public du coup, mais du coup, Tepan, en fait, c'est le nom de la plaque que vous avez devant vous. Comme tu as dit, le barbecue, en fait, ça, c'est un Tepan. C'est là-dessus qu'on cuit, du coup. Ça s'appelle un teppanyaki, normalement. Donc, on grille sur le Tepan. Et moi, j'avoue que je suis pas forcément le bon public, mais je comprends que le restaurant est de l'attrait. Mais ils ont ouvert récemment un peu plus le Shikisai, qui est plus un izakaya, donc c'est plus une brasserie japonaise. J'étais la semaine dernière. Et là, c'est chouette. T'as bien aimé? Ouais, c'est ça. J'ai été la semaine dernière, justement, pour tester. C'était la première fois. Et oui, c'est ce qu'ils expliquent au niveau de la culture. C'est plutôt la nourriture de tous les jours, en fait, au Japon. Et là, il y a aussi certains plats, ils les cuisinent pas devant nous, mais si on choisit, par exemple, les plats qui sont dans les bols je sais pas ce que c'est de la pierre fonte, ou quoi, super chaud. Et en fait, ils viennent avec les aliments qui sont pas cuits, ils les mettent contre la paroi et ça cuit, ça fait de la fumée, donc ça fait aussi un peu le spectacle. C'est pas du tout le Tepanedo, bien sûr, mais c'est sympa aussi. Et puis je trouvais, j'ai jamais fait avant. Si vous y allez, demandez à avoir une place contre la vitre, parce que du coup, on a une vue magnifique sur Epcot et sur le lac. Si vous y allez pour le dîner à l'heure du spectacle, je pense que c'est parfait. Je l'ai fait à l'époque où c'était le Tokyo Dine-In. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu es là, tu manges, tiens le spectacle,
toute la populace qui se masse. Et toi, tu es là, tu es à l'étage, tu as vu son truc. Papa, c'était magnifique. Je mangeais mon petit dessert. Oh là là, j'étais bien, hein. Franchement. Ça nous permet de parler de ce spectacle Luminous, parce que c'est ça aussi, Epcot, c'est un... T'as oublié le Space, il faut revenir un peu au Space quand même. Ah oui, on en a parlé du Space. Ben oui, mais vous digressez. Le Space 220. On a montré plein d'images du Space 220 pour manger dans l'espace. Un restaurant très sympa. Pour citer encore quelques-uns, il y a aussi des restos service rapide. On a parlé de la crêperie de Paris, par exemple. Il y a les Halles boulangerie-pâtisserie où travaille Niels d'ailleurs. Katsura Grill au Japon, la Bakery en Norvège, la cantina de Sarah. Le barbecue américain est vachement sympa. Le barbecue américain, il paye pas de mine, mais il est vachement bien. Le Regal Smokehouse. Ça suffit. Ce qui est sympa à Disney et spécialement à Epcot, c'est que vous avez tous les budgets. Et puis aussi, pas juste par rapport au pays, mais voilà, il y a le budget, puis il y a le temps aussi qu'on a envie de passer à table, parce que des fois, on n'a pas non plus beaucoup de temps, donc il faut voir ça. Il y a du food court, il y a des restaurants où vous y allez vraiment juste pour grignoter un morceau, où vous pouvez aller jusqu'au haut level comme le Space 220, où là, c'est encore un autre niveau. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'on choisit par rapport aux envies, par rapport au budget, par rapport au temps qu'on a, par rapport à la cuisine du pays, à la culture. Donc c'est tellement large que souvent quand on me demande je vais à Epcot, dans quel restaurant je devrais aller, vous me posez une colle, parce que là non, c'est pas possible, quoi. Il faut faire le choix, il faut écouter les podcasts, il faut regarder, il y a plein de sites. Mais globalement, l'offre de resto à Disney World fait partie de l'expérience aussi. Ah bah oui, complètement. Mais on se concentre pas beaucoup sur les restos aujourd'hui, parce que il est prévu. Alors j'espère qu'on aura le temps de l'enregistrer cette saison, mais d'enregistrer des podcasts, des épisodes sur les restaurants. Donc on va faire une battle. On va faire une battle de resto. Une battle de resto, exactement. Comme la saison dernière, on avait fait une battle sur la meilleure attraction. Là, on va faire la battle des restaurants. Exactement. Mais là, on se concentre essentiellement sur les attractions, les spectacles. On a vu des images de Luminous, ce spectacle nocturne à ne pas manquer autour du lac. Peu importe où vous êtes placé autour du lac, finalement, vous avez une chouette vue sur ce spectacle. Il y a d'autres spectacles en journée également à Epcot. On voit là, par exemple, des images de Celebration Encanto, le spectacle avec évidemment Mirabel et Bruno. On n'en parle pas, promis. Mais voilà, ce sont des petites animations. Et puis, on est obligé quand même quand on fait un épisode sur Epcot, de parler des festivals, parce que c'est vraiment ce qui fait la particularité et le charme d'Epcot, c'est que tout au long de l'année, ce parc change de visage au gré des festivals. On commence l'année avec le Festival of the Arts. C'est le premier dans l'ordre chronologique. Geoffrey, tu veux nous en parler un petit peu? Mais écoutez, si je peux parler d'un autre, parce que j'ai pas assisté en vrai. Je viens parler du Geoffrey, je suis à l'aise, c'est la société de Jérôme. C'est-à-dire que tu sais, c'est pile dedans, tu vois, le truc que c'est l'examinateur au bac. Il te tombe toujours sur ton impasse. Tu peux y aller. Allez, je prends le Festival des Arts. Allez. Allez, mais je prends. Je voulais t'interroger sur le Flower and Garden. Je sais, mais bon. Moi, c'est mon préféré, celui des Arts, si tu veux. Eh ben, vas-y, Mima. Parle-nous du Festival of the Arts. Donc oui, c'est celui qu'on va avoir au début de l'année. Donc lui, il va vraiment, comme son nom l'indique, en fait, mettre à l'honneur l'art sous toutes ses formes. Donc on va avoir beaucoup de choses par rapport au dessin, évidemment. Donc il va y avoir des points photos. Pour ceux qui suivent sur YouTube, vous avez un petit peu une illustration de ça, qui vont reprendre en fait différentes peintures connues dans lesquelles on peut s'incruster, nous, et prendre la pause. Mais il va y avoir énormément d'artistes locaux ou internationaux qui sont invités pour venir partager du coup ce qu'ils font. On peut acheter sur place, commissionner des choses aussi. Il y a beaucoup d'animations aussi où on peut participer, où ils vont faire des grandes peintures collaboratives où chaque personne a la tâche d'aller mettre quelques petits carrés de couleurs en fait sur une énorme fresque, et donc au final ça crée un dessin. Il y a des dessins sur le sol à la craie comme on voit aussi sur les images.
Il y a énormément d'animation, je trouve, dans ce festival, et il rejoint un peu aussi ce qui a créé au final la Walt Disney Company, le dessin, l'art, etc. Donc je trouve que c'est un chouette festival, et au niveau de ce qui se retrouve dans les différentes échoppes autour du World Showcase, notamment avec la nourriture et les boissons, c'est aussi quand même assez influencé par tout ce domaine. Et il y a notamment un truc que moi j'adore, on avait ça à Disneyland Paris quand on était petit, pour ceux qui se rappellent, quand vous aviez le menu enfant, vous pouviez refaire une espèce de puzzle Mickey en chocolat blanc que vous deviez peindre avec différents colorants alimentaires. Il y a souvent ça dans, du coup, au moins une des échoppes du Festival des Arts. Alors après, c'est pas Mickey, c'est Figment souvent dessus, mais je trouve ça assez sympa. Ouais, il y a un point commun, en tout cas à tous les festivals à Epcot, c'est que chaque festival propose du merchandising exclusif, des stands de nourriture, une série de concerts, et voilà, je le disais, le parc est totalement transformé, des activités spéciales, des animations spéciales dans le parc à chaque festival. Donc, tu as très bien décrit le Festival of the Arts qui a lieu donc les premiers mois de l'année, et on enchaîne ensuite. Le parc se transforme à nouveau avec le Flower and Garden Festival, Fanny. Oui, mon préféré. Alors moi, le Flower and Garden, je l'aime particulièrement parce que je suis une ancienne fleuriste, donc forcément, ça me parle. Et ce que je trouve magnifique, c'est la transformation, justement, comme tu dis, du parc. Parce que là, il a plus du tout le même visage. Il y a des taupières qui apparaissent sur les personnages. Il y a des millions de fleurs qui sont installées partout. Il y a des papillons qui sont installés aussi. Il y a un petit jardin à papillons. Il y a de la musique live. Il y a plein de petites boutiques. Il y a des endroits aussi pour faire des dégustations de nouveaux, de choses que tu vas goûter, que tu vas jamais goûter ailleurs dans les parcs. Donc des boissons à base de miel par rapport à la nature, etc. Des plats qui sont faits avec des fleurs, des plantes aussi qui viennent justement de Living the Land, l'attraction qui est à Epcot. Et c'est magnifique parce que c'est un moment en Floride où tout est en fleurs de toute façon, mais là, la transformation est totale et elle est magistrale parce que c'est partout. Donc, où on peut poser les yeux, où on veut à Epcot, il y a même des fleurs sur l'eau, il y a des fleurs, il y a des jardins qui se mettent. Là, j'étais en train de lire justement qu'il y a 700 nouveaux jardins qui sont installés dans le parc Epcot pour le festival. Il y a 240 plantes flottantes qui sont installées sur le lac. Ils disent, voilà, ça se compte en millions. Encore une fois, du merchandising aussi, qui est souvent avec Orange Bird ou avec des personnages comme ça. Ça va être des petits arrosoirs, des tabliers, toutes des choses autour du jardin, très printanier, etc. Donc ça va bien aussi avec la saison du festival. Donc moi, pour moi, j'adore aussi avec les autres festivals, mais celui-là, voilà, je trouve que c'est la transformation la plus globale du parc, en tout cas. Ouais, Epcot est un parc très contemplatif, et il faut pas hésiter à y flâner, à prendre un peu de temps pour s'y promener tranquillement, pour regarder toutes ces surprises, surtout quand il y a les festivals. Mais voilà, c'est vraiment agréable. La promenade est vraiment agréable en règle générale. On voit le travail de l'équipe horticulture de Walt Disney World pendant ce festival, ce Flower and Garden Festival. C'est vraiment magnifique. Et souvent, on nous demande quelle est la meilleure période pour aller à Walt Disney World. Peut-être que les festivals d'Epcot peuvent aussi être un critère de choix, parce que selon la saison à laquelle vous y allez, vous n'aurez pas la même offre dans ce parc. Donc, on espère que cet épisode vous aidera à faire votre choix. Après le Flower and Garden Festival, on a le Food and Wine Festival. C'est celui-là duquel tu veux parler, je suis sûr, Geoffrey. Ah oui, tu me connais bien. Voilà. Vas-y, enchaîne avec le Food and Wine Festival. Alors pour l'instant c'est mon préféré, mais je n'ai fait que celui-là. Donc voilà, mais non, c'était un très chouette festival qui a lieu, si je dis pas de bêtises, de fin août à fin novembre, quelque chose comme ça. Même début août. Ou début août, ça dépend des années. Et qui en fait propose des cartes de petits plats et de petites spécialités de différents pays, donc des pays qu'on a cités tout à l'heure, donc du World Showcase, mais il y a également d'autres pays qui sont représentés. Je sais par exemple qu'il y a
la dernière année où j'ai été, il y avait un stand de la Belgique. Donc voilà, je n'ai pas goûté parce que forcément c'est des choses qu'on connaît par chez nous, mais voilà. Et il y a notamment un espèce de ragoût de bœuf avec de la purée au pavillon belge, et Lucas avait adoré. Il avait pris ça, je sais pas pourquoi, moi j'avais pris une gaufre. C'est bon à savoir. Et il avait pris un ragoût de bœuf, un étonnage parmentier, mais bien meilleur. C'était pas mauvais. Ça s'appelle une carbonade. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, une carbonade à la flamande, très précisément. Voilà. Mais le plus grand mystère pour moi, c'est quand même qu'il devait faire 50 degrés. Et je me demande comment il a fait pour avaler ça, parce que... il y en a qui mangent de la raclette, hein. Ah ouais, mais... Je veux pas balancer, mais il y a des gens qui nous ont dit qu'ils mangeaient de la choucroute. Hein. Raclette, choucroute, il n'y a pas de problème, nous. Poutine. Ouais, mais là, Vas-y, Geoffrey. Ah non, mais j'allais enchaîner, mais si tu veux. Non, juste pour raconter notre anecdote. Donc, moi, je me faisais une joie. Vous imaginez bien de me faire le Food and Wine Festival. Surtout que d'habitude, on part en février. Là, on était en août, donc ça tombait pile poil dedans. Et le jour, on avait prévu. On commence par faire Cosmic Rivan, etc. Et on remonte vers 11h, vraiment faim. Et il faisait 80 degrés, une chaleur énorme. Et je crois qu'on s'est arrêté à la Belgique et on est reparti parce que c'est la montée par le côté gauche. Sous 80 degrés. Il y a un faux écoute, au World Showcase. On n'en pouvait plus. On est reparti à la voiture et je me suis dit, là, je vais cuire sur le parking d'Epcot. Ils vont me retrouver soit une grosse flaque, soit carbonisé. Comme Olaf. Franchement, on est arrivé dans la voiture et on a bien dû attendre encore un quart d'heure que la voiture rafraîchisse parce que j'arrivais pas à poser les mains sur le volant. Tellement il faisait chaud à crever. Et du coup, ce sont en fait des petites portions comme ça qui sont proposées, un peu comme des petits tapas comme ça. Et c'est vraiment, dans l'ensemble, pour l'avoir goûté pas mal, c'est vraiment délicieux. Et alors, un bon truc à savoir aussi, c'est si vous avez le dining plan, la plupart des petites choses à grignoter que vous pouvez trouver dans les différents kiosques peuvent être passées en snack. Donc n'hésitez pas, si vous avez des snacks à la fin de votre séjour, d'aller faire un petit tour à Epcot et de profiter des derniers snacks qui vous restent pour goûter pas mal de choses. Et alors il y a aussi ce fameux Drink Around the World qui a été un peu instauré, que j'ai jamais testé personnellement parce que, rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est ce principe de se dire tiens, on va aller goûter un cocktail dans chaque pays en fait. Pendant le Food and Wine Festival. Et à mon avis, en fonction de la température et en fonction de la chaleur et tout ça, voilà, ça peut mal finir. Je préférais pas tester parce que ça peut mal finir, mais voilà, et c'est sympa à faire aussi. Je n'en doute pas, ou au moins un ou deux. Hein. Mais, je suis sûr qu'il y a encore des gens dans le lac. Moi, je suis au fond du lac. Ils sont pas encore remontés. Moi, j'ai juste une petite anecdote par rapport justement à Drink Around the World, parce que par rapport à ces festivals-là, c'est devenu une mode chez certains justement de faire le tour du monde, c'est-à-dire le tour du lac d'Epcot et de tester les cocktails, etc. et d'être un peu voilà. Et c'est devenu une blague en fait. Si vous allez dans Gardiens de la Galaxie, pendant le pré-show, on a l'acteur qui se demande mais comment on appelle les habitants d'Epcot, parce que voilà, ils pensent pas que c'est des terriens, mais ils pensent que c'était les habitants d'Epcot. Et il pose cette question ouverte. Et en fait, dans la tente, une fois sur deux, j'ai quelqu'un qui crie « Les alcooliques !» C'est ça. Ce qui est amusant, c'est de voir aussi, d'essayer de repérer en fait ceux qui sont occupés justement de faire ce tour du monde. Parce que il y en a certains, tu peux le voir assez vite. En fait, tu les vois marcher et tu vois qu'ils ont déjà fait une bonne partie du World Showcase. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs aussi, le Food and Wine, c'est vraiment le plus vieux festival d'Epcot. C'est celui qui a tout commencé. Et c'est celui qui a été hérité dans d'autres parcs. Ils ont repris le concept à Disney California Adventure. Bon, c'est beaucoup plus petit. Et plus récemment à Tokyo Disney Sea depuis 2 ans. Donc, il a un peu lancé le truc aussi dans les autres parcs. Ah oui, mais les concepts qui marchent, ils sont bien plus organisés d'ailleurs à Disneyland. Parce qu'à Disneyland en Californie, pendant qu'il y a le Food and Wine Festival, moi j'y étais et j'ai trouvé ça mais tellement triste pour Epcot parce qu'en fait là-haut ils ont des tables, ils ont des petits plateaux accrochés
partout. Ils ont des nappes. C'est super bien. Vous aussi, vous avez des tables, c'est juste que les gens jettent des trucs dedans, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, la nappe. Oui. Bon. Obligé de manger sur les poubelles, effectivement, pendant le Food and Wine Festival. C'est une tradition. C'est une tradition. On va conclure avec le dernier festival. Du coup, il est pour toi, Alain. Tiens, je te renvoie la patate chaude. Le festival of the Holidays. Il panique. Alors, écoute, je pense que les holidays, ça doit être Noël. Mais je n'ai aucune. J'ai parti sur le seul que je connais absolument pas, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais fait. Je ne connaissais même pas l'existence. Tu as une âme de prof en toi, qui est le spécialiste de l'apéro surprise. Donc j'imagine, parce que bon, je suis capable d'improviser sur n'importe quel thème et n'importe quelle image. Donc le Festival of the Holiday, c'est le festival pour Noël. Donc Noël pour Disney World, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors il n'y a pas la neige, mais ils essaient quand même de maintenir la magie. Et notamment, et c'est là que je vais peut-être me fourvoyer, mais il y a la fameuse cérémonie d'allumage des chandelles où une célébrité vient à Epcot pour faire un discours sur les valeurs de Noël et de partage. Et je sais que par exemple Neil Patrick Harris le fait assez souvent. C'est Barney Stinson pour ceux qui savent. Et voilà. Et si vous voulez, c'est ce qui donne le ton des festivités à Walt Disney World. Est-ce que je m'en suis à peu près bien sorti? Bon, c'est pas trop Il long. n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais, Alain, franchement. Alors, pour aller plus dans le détail, quand il y a donc ce qu'on voit à l'image avec le Candlelight, il n'y a pas qu'une seule personne connue. C'est sur un mois, en fait, il y a quelqu'un de connu qui vient tous les soirs et c'est des gens différents. Ça peut être des acteurs, des chanteurs, ça peut être des Disney Legends, ça peut être des présentateurs télé. Il y a plein de choses il y a plein de gens comme ça. Des animateurs de podcast. Si tu veux, fais-toi inviter, je viendrai te voir. Et donc, c'est en anglais, ils prennent la parole. Il y a des chants de Noël, il y a des lumières. C'est très traditionnel, très classique, mais les gens adorent. Donc ça, c'est un spectacle qui est gratuit quand on va à Epcot, qui est inclus dans l'entrée du parc. Par contre, c'est tellement populaire qu'il faut être là bien à l'avance. Et il y a des packages aussi qui existent avec des repas dans les restaurants et des places réservées justement pour ce spectacle-là. Là, on est sûr d'avoir du coup une place parce que c'est extrêmement populaire et pendant plus d'un mois, ça ne désemplit pas. Et puis après, voilà, il y a toutes les décorations de Noël comme dans les autres parcs, effectivement. Il y a des activités tout autour de Noël et il y a aussi, encore une fois, c'est beaucoup autour de la nourriture et des boissons. Donc, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à l'offre habituelle d'Epcot. Donc, on a vu à l'image, voilà, ça peut être des cookies, ça peut être des choses comme ça. Donc, tous les parcs sont sympas à faire au moment de Noël, mais là, le festival, ça en rajoute encore une couche au moment de Noël. Et comme tu disais, Jérôme, tout à l'heure, il faut choisir aussi peut-être son séjour par rapport au festival quand il y a un festival. Mais avant, comme on disait précédemment, il y avait un seul festival à Epcot qui durait peut-être un mois et demi. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que le mois de juillet où on n'a pas de festival tout le reste de l'année. Il y en a presque toute l'année maintenant, oui. Non, je pense qu'il n'y a que maintenant. Ça va reprendre là d'ailleurs maintenant avec le Food and Wine. Mais je crois bien qu'il n'y a qu'en juillet qu'il n'y a pas du tout de festival. Ouais. Sinon, il y a toujours quelque chose. Si tu vas sur février-mars, nous, on avait la fin du Festival of Art et le début du Garden. Oui, c'est possible que Paris rentre les deux en fonction des dates, mais c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, quand même. Ouais. Moi, j'ai le souvenir quand même des toquières qui apparaissaient chaque jour. Il y avait un peu plus de toquières, il y avait des personnages qui arrivaient, etc. à mesure. Oui, ils commencent à mettre les décors, mais pas les animations, peut-être. Ouais, non, tout aussi, à fait. Holidays, pour un petit peu compléter le propos, en fait, le mot Holidays, c'est pour reprendre un peu les festivités de fin d'année aussi. C'est pas seulement Noël, c'est aussi peut-être Hanouka et d'autres célébrations qui viennent d'autres religions et d'autres convictions, etc. Donc, ça fait aussi des clins d'œil et écho à d'autres cultures qui peuvent aussi être représentées à Epcot. Et un truc qui est intéressant, c'est que dans chaque pavillon,
tu as des personnages qui vont incarner ces cultures-là et raconter ces cultures-là et expliquer les traditions du pays, en fait, expliquer comment on célèbre du coup les fêtes de fin d'année dans ces pays-là, en fait. Alors dans ce cas-là, il faut que les Allemands m'expliquent pourquoi ils mettent des pendentifs, des boules de Noël en forme de concombre, en forme de pickles, pardon, dans les salles. J'ai jamais compris. Chez les Allemands, tu peux pas comprendre. Cherche pas, dans le doute. Voilà, non, je comprends pas. Ouais, non. Puis l'avantage du Festival of the Holidays à Epcot, c'est que c'est entre guillemets le seul événement des fêtes de fin d'année qui est gratuit. Si vous voulez faire une soirée de Noël à Magic Kingdom, c'est un billet en plus. Si vous voulez faire une soirée de Noël à Hollywood Studios, c'est un billet en plus. Par contre, les festivités du Festival of the Holidays à Epcot, eh ben, elles sont gratuites. Hein. Vous pouvez assister à la Candlelight Processionals gratuitement et participer et découvrir les animations dans les différents pavillons gratuitement. On arrive tout doucement au terme de cet épisode, mais avant cela, j'ai quelques questions à vous poser. Et avant que vous y répondiez, on va répondre à l'une des questions de nos auditeurs. Vous savez, c'est la nouveauté aussi de cette saison. On répond à vos questions. Et on retrouve tout de suite Corentin pour ça. Salut Corentin. Salut Jérôme, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'Argonath. Que mettre dans son sac quand on est dans les parcs ? Alors pour moi, la première chose importante à mettre dans son sac lorsqu'on est dans les parcs, c'est d'avoir une batterie externe parce que lors de vos journées dans les parcs, vous allez très souvent avoir à utiliser votre téléphone portable. Ne serait-ce qu'avec l'application My Disney Experience où vous allez pouvoir regarder les temps d'attente, regarder les horaires des spectacles, réserver vos restaurants, réserver des mobile orders, vous pouvez aussi réserver des fast-pass, des Genie+, bref, vous l'aurez compris, vous allez souvent l'utiliser lors de votre journée. Et vu que les journées sont très longues, c'est vraiment utile d'avoir une batterie pour jamais tomber en rate de batterie, ce qui pourrait poser problème dans votre journée. Ensuite, il faut savoir qu'en Floride, il fait vraiment très chaud. Donc une autre chose importante à avoir sur soi, c'est une gourde, alors de préférence isotherme, pour pouvoir boire un peu quand vous voulez dans la journée. Parce que vous allez pouvoir, si vous le voulez, aller dans les quick service pour avoir de l'eau gratuitement et à volonté. Mais si vous avez envie par exemple de boire dans une file d'attente ou que vous êtes par exemple dans les transports, vous n'êtes pas à côté d'un quick service, avoir une gourde sur soi, ça va vous permettre de boire vraiment quand vous voulez, donc c'est super pratique. Ensuite, vous pouvez également avoir sur vous un refillable mug. Alors ça, c'est principalement si vous avez prévu de faire une pause dans les hôtels, ça vous permettra de boire des sodas à volonté dans les différents hôtels où vous irez. Donc ça, pareil, c'est vraiment super sympa. Ensuite, avec la chaleur, il y a aussi le soleil, forcément qui tape très fort en Floride. Donc pareil, avoir de la crème solaire sur soi, ça permet de ne pas être brûlé dès le premier jour et de ne pas en souffrir pendant tout le reste du séjour, ce serait dommage. Donc ouais, s'il fait un peu trop de soleil, mettez-vous de la crème solaire. Donc l'avoir sur soi, c'est toujours bien. Bon, en Floride, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de soleil, mais également de temps en temps, et même assez régulièrement, il y a ce qu'on appelle des pluies tropicales. Ça peut arriver 1 à 2 heures dans la journée, mais c'est pas n'importe quelle pluie, c'est vraiment des pluies qui peuvent être très violentes. Donc avoir sur soi un kawaii ou un poncho, c'est aussi super pratique parce que si vous avez une de ces averses qui arrivent dans la journée et que vous n'avez pas de poncho, vous allez être complètement trempé et ça peut vous gâcher le reste de la journée. Donc voilà, c'est bon à avoir. Sinon, vous pouvez aussi en acheter sur les parcs, mais c'est un peu plus cher, donc autant avoir le sien directement sur soi dans le sac à dos. Et également, si vous avez trop chaud, vous pouvez avoir sur vous aussi des petits ventilateurs. Ça va vous permettre de vous rafraîchir un peu toute la journée, donc des petits ventilateurs portables, ou vous pouvez aussi avoir des cooling towels, donc des serviettes rafraîchissantes. Pareil, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir pour vous rafraîchir tout au long de la journée. Après, donc en général, vous avez chaud, mais si vous allez dans des espaces intérieurs, si vous allez dans les transports, il y a aussi beaucoup de clim en Floride et si vous êtes sensible à la clim, vous pourriez prendre froid et potentiellement être malade. Donc, avoir un petit gilet sur soi ou un foulard ou une écharpe, ça peut être aussi pratique pour éviter justement d'attraper ce coup de froid dans les transports. Et enfin, un dernier petit conseil qui va pas forcément être pour tout le monde, mais si vous avez prévu de boire de l'alcool sur les parcs de Walt Disney World ou même dans les hôtels, il faut absolument avoir sur vous une pièce d'identité ou au moins une photocopie, enfin quelque chose qui prouve votre âge. Même si vous en faites 30, si vous en faites 40, si vous en faites 50, vous pouvez être contrôlé. Si vous ne l'avez pas, on ne vous servira pas d'alcool. Donc voilà, avoir sur soi cette pièce d'identité, c'est très important aussi. Bon voilà, j'espère vous avoir donné plein de choses possibles à mettre dans votre sac à dos. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais évidemment, j'ai pas pu tout dire. Donc si vous avez d'autres idées que j'aurais pas mentionnées, je vous invite à le dire dans les commentaires. On se fera un plaisir de les lire. Et en tout cas, Argonath, j'espère avoir répondu du mieux que je pouvais à ta question. Et pour tout le monde, on se retrouve dans le prochain épisode pour répondre à une nouvelle question d'un abonné. Salut!
Merci beaucoup, Corentin. Allez, comme je le disais, j'ai quelques petites questions à vous poser. Réponse du tac au tac. Je compte sur vous. Chacun va donner sa réponse, mais on n'épilogue pas. D'accord, Alain? On donne une réponse courte. Ok? Attention. Alors, ça, c'est une balle perdue. Je comprends pas pourquoi on m'incrimine. Allez, on va faire dans l'ordre. Vous voyez, vous apparaissez à l'écran. Alain, Geoffrey, Fanny, Mima. On répond dans l'ordre. Alors, votre attraction préférée à Epcot? Cosmic Rewind. Cosmic Rewind. La galaxie. Ouais, je crois que je vais quand même dire Cosmic Rewind aussi. Bon, bah très bien. Au moins, ça fait D'accord. l'unanimité. Et toi Et toi, Jérôme, Cosmic Et toi, Jérôme? Non, moi, c'est Journey of Water. Un resto à Epcot où vous allez les yeux fermés. Tepanedo. Tepanedo. Tepanedo, oui. Fanny? Bah moi l'allemand. Hein. On y va tout le temps. Donc, Le bien il y en a plein, Martin. mais- Mima? La Hacienda de San Andrés. Très bien. Le pavillon du World Showcase qui vous fait le plus voyager. Au Canada. Le Mexique. Question. L'Italie. Bah, le Japon. Est-ce que vous êtes plutôt Future World ou World Showcase? World Showcase. Future World. World Showcase. Votre snack ou boisson préférée à Epcot? Le granité champagne du pavillon français. Moi, j'avais goûté effectivement un bon cocktail au pavillon mexicain, à base de tequila du coup, mais je me rappelle plus le nom. Mais c'est pas grave, ça c'est déjà une bonne indication. Très bon, c'est très très bon. Fanny? Moi, j'avais goûté pendant un festival un dessert qui était préparé à l'azote liquide. Et c'était super bon. Et c'était au miel et aux fleurs dans un pavillon de festival qui se trouve justement juste au départ du lac. Le pavillon à propos des fleurs et des abeilles, etc. Et j'ai trouvé ça non seulement très bon, mais très original. Donc, je dirais que c'est ça. Tout à l'heure, on a parlé. Alors, Mima. Mima, non, hein. Ouais, vas-y, Mima, ton snack, excuse-moi. Ah oui, désolé. Donc, snack, moi, ce sera le puzzle en chocolat blanc dont j'ai parlé tout à l'heure de Figment. Et en boisson, le violet sake du pavillon en japonais, du coup. Tout à l'heure, on a parlé de votre attraction préférée. Maintenant, je vais vous demander une attraction sous-estimée qu'il faut faire à Epcot. Les Super. Moi, je dirais pareil. C'était super. Pareil, parce que on aime bien la faire à chaque fois et c'est vrai que ça fait partie de l'esprit d'Epcot pour moi et ce serait dommage d'y aller sans le faire, ça c'est certain. Moi, j'aurais dit Figment, quand même. Journey into Imagination. Ah, ouais. Très bien. Et enfin, un conseil pour un primo-visiteur, les personnes qui ne sont jamais allées à Epcot, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ne goûtez pas le Liberty Cola. Moi, je dirais Ok, cool. qu'il faut, si vous avez la chance d'aller plusieurs jours, il faut essayer d'étaler la découverte, si possible, d'Epcot, parce que c'est fatigant et ça peut vite être, avec la chaleur et tout ça, ça peut vite être un peu laisser une image négative, alors qu'il y a beaucoup à découvrir et beaucoup à voir. Donc, prendre son temps pour visiter, quitte à étaler ça. Fanny? Moi ce serait un peu la même chose parce que c'est le conseil que je donne à tout le monde pour tous les parcs et pas seulement à Epcot, c'est de ne pas y aller en se disant je vais tout faire d'un coup en un jour, parce que c'est pas possible en fait. Donc c'est se mettre la pression pour pas grand chose. Je sais que voilà, on n'a pas forcément le budget pour faire les parcs plusieurs jours, mais aujourd'hui il y a plein d'offres qui le permettent. Mais voilà, c'est dommage de dire je vais aller à Epcot une journée et me faire mon idée et dire si c'est bien ou pas bien. Parce que honnêtement, c'est impossible de tout faire. Il est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Surtout si on tombe pendant un festival, il y a encore plus de choses. Donc ouais, prendre son temps, effectivement. Et toi, Mima, le conseil?
Restez curieux, en fait. C'est un parc qui attire la curiosité, je pense. Renseignez-vous un peu dessus avant de partir pour comprendre un petit peu le concept d'histoire, mais allez à la rencontre des gens du World Showcase, échangez avec eux, posez-leur des questions sur leur culture, renseignez-vous sur les attractions, allez voir des choses. J'ai beaucoup de clients qui me disent on pensait que ça allait être un genre de futuroscope. En fait, pas du tout, et qui sont très surpris. C'est pas du tout la même chose, donc restez ouverts et restez curieux. Merci à vous pour tous les bons plans que vous avez partagés sur cet épisode. C'était un vrai plaisir de se promener à Epcot avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris vous autant de plaisir à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou les plateformes de podcast. On se retrouvera évidemment pour les derniers parcs qu'il nous reste, à savoir Hollywood Studios et Animal Kingdom. On va continuer notre petit tour des parcs. Merci beaucoup les amis. Merci à toi Jérôme. Cet épisode est maintenant terminé. Mais la magie de Walt Disney World continue sur le web. Eh oui, GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site gowdw.fr. On est aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, où vous retrouvez nos épisodes en format vidéo, mais aussi nos vlogs de voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et puis si vous voulez papoter avec l'équipe et échanger avec d'autres passionnés comme vous, rendez-vous sur le groupe Facebook GoWDW et sur le serveur Discord. Tous les liens sont disponibles en description de cet épisode, alors à tout de suite sur GoWDW.